Bonjour, bonsoir à toutes et à tous, c'est Kevin pour les Ludovores, on est reparti pour un nouveau numéro du menu crowdfunding, cette petite émission hebdomadaire dans laquelle je vous présente la grande majorité des nouveaux projets de jeux de société actuellement en cours de financement participatif sur GameFound, Kickstarter, Ulule, BackerKit ou encore d'autres plateformes dont j'ai oublié le nom, parce que voilà, il y en a beaucoup. Ceci dit, il y en a beaucoup, mais cette semaine, comme la semaine passée d'ailleurs, on est sur une semaine relativement contenue, on va dire, il n'y a pas trop de campagne, même si vous allez voir que qualitativement, le niveau est pas mauvais du tout, même si qualitativement par contre il n'y a pas grand chose, il n'y a pas beaucoup de matière, mais c'est plutôt de la bonne qualité, ça marche plutôt pas mal. D'ailleurs il y aura 4 desserts cette semaine là où il n'y en avait aucun la semaine passée, alors qu'il y a une quinzaine de projets au total, donc 4 desserts, on est plutôt sur un bon ratio. Comme d'habitude, on va faire le petit point sur le sondage de la semaine, que voici. Alors, comme d'habitude, dans ces dernières semaines, vous le savez, il n'y a pas les images qui s'affichent, chose si on passe ici, voilà, donc c'est pas très pratique, mais bon, c'est pas très grave. On a tous les projets qui ont au moins 2 voix, et pourtant j'ai fait le sacrifice de Small Store Survival, parce que vraiment, ça marche pas du tout pour eux. Heroes of Illyrium a été reporté d'une semaine, donc on en reparlera plus tard. Shards of the Aegis, je l'ai pas aperçu, donc pareil, on n'en parle pas. Rocket Ranchers, pareil, je l'ai pas vu, mais bon, ça laisse quand même pas mal de matière, et en plus, il y a bien sûr toutes les campagnes qui n'ont pas été annoncées, ou que je n'ai pas vues comme étant annoncées, et qui ont fait leur apparition également, qui seront présentées également dans ce menu. Mais donc, pour ce qui est des desserts, des plats qui vous ont le plus intéressé cette semaine, il y aura donc Persévérance, le nouveau projet de Mind Clash avec ses épisodes 3 et 4, sur lequel Xavier s'est jeté comme un mort de faim qu'il est. Il y a ensuite Kalimala, le nouveau projet de Alley Cat Games, qui est en fait comment dirais-je, une sorte de nouvelle édition d'un jeu précédemment sorti il y a quelques années, mais avec en plus de ça la direction artistique de Yann O'Toole derrière, donc forcément ça attire le regard. Ensuite, en deuxième place, je ne comprends pas, vous avez mis Misty Waters, que je n'attendais absolument pas, en tout cas pas aussi haut. Donc j'étais assez étonné de le voir que vous le placiez en aussi haute estime avant le début de sa campagne. On verra donc le projet dans les desserts, alors que pour ma part, je ne connaissais absolument pas le projet. J'avais juste vu qu'il apparaissait dans la semaine du 8 novembre, mais c'était à peu près tout. Et puis en première position, on a donc Stars of Akarios, qui malgré l'absence d'une VF, pour le moment en tout cas, a su vous attirer en nombre, avec quand même 16 voix. Bah du coup on est parti avec nos parties habituelles, toujours très redondant, mais je le répète quasiment à chaque fois. Mais avant, je fais un tout petit point, une toute petite pause, d'ailleurs je reviens en plein écran sur ma tronche, parce que j'ai reçu hier soir ceci. Et vous l'avez peut-être aperçu sur Kickstarter ces derniers jours, il s'agit du fameux projet de carte postale de Yeast Edition, donc le petit éditeur français du sud de la France, avec sa démarche assez particulière, qui nous en propose ici donc 6 des jeux. Via une seule et même campagne des cartes postales, on pourra donc choisir tel ou tel jeu, ou les 6 d'ailleurs si on le veut. Certains d'entre eux seront échelonnés sur plusieurs épisodes, et il me semble que ce ne sera pas le cas pour celui-ci, The Last Glow, que je vais essayer de tenter demain soir, je pense. Ce soir, si je finis assez tôt, d'abord je vais tenter la mort aux trousses que j'ai reçue il y a 4-5 mois, que j'ai toujours pas testé. Au moins je l'ai mis sur la table, il y a les règles, vous le voyez, donc je vais essayer d'y mettre. Mais je pense que demain soir, je vais essayer de m'atteler un petit peu à The Last Glow par Yeast Edition, sachant qu'en plus, comme pour tous les autres jeux de cette série, vous trouverez au dos de la carte postale, parce que j'ai eu droit à un petit mot en plus, c'est très sympa, ici un petit QR code qui vous indiquera un lien vers les règles du jeu en question. Donc je vous ferai éventuellement un retour la semaine prochaine si j'ai le temps de le tester, comme je l'espère. Du coup, c'est parti maintenant pour les entrées, les plats et les desserts, donc petits projets, projets médians et projets les plus intéressants de la semaine. On y va! Première entrée de la semaine, elle marche très fort et pourtant je ne la place que dans les entrées. Il s'agit de Ravage Star, un jeu de miniature et de wargame, donc un jeu de guerre. C'est évidemment pas du tout le point central de la chaîne, ni de ce qui nous intéresse Xavier et moi-même, même si je pense qu'on aimerait bien essayer un jour, comme ça, par curiosité. On a fait quelques petits jeux qui peuvent s'y rapporter un petit peu, comme Cloudspire par exemple, mais là c'est typiquement du wargame, Ravage Star, avec un jeu avec des grosses miniatures qui, une fois peintes, envoient vraiment du lourd, hein. On est sur un jeu qui attire pas mal le regard, et comme vous vous en doutez bien, vu la qualité des figurines et leur nombre, on peut aller rapidement sur des pledges qui coûtent très cher, comme ce Galaxy at War à 949$. Oui, ça coûte très cher.
Pour le reste, c'est un jeu qui a déjà, je crois, connu une sortie par le passé, qui vient s'enrichir encore plus de nouveaux contenus, mais bon, en gros, c'est encore plus de nouveaux personnages avec leurs fiches, bien sûr, leurs propres spécificités, leurs miniatures hyper détaillées, hyper bien réalisées, que vous aurez un plaisir à peindre si vous êtes en mesure de le faire, parce que moi, ce n'est pas du tout le cas pour le coup. J'ai quelques jeux de miniatures, enfin avec des miniatures, j'aurais très peur de mettre un pinceau dessus, à moins qu'il ne soit recouvert que d'eau. Vous voyez ce que je veux dire? Je suis à peu près à ce niveau-là de peinture. Je pense que mon fils de 1 an et 4 mois bientôt m'a déjà dépassé en termes de qualité de peinture. Voilà, pour le contenu, vous avez voilà, l'essentiel de Ravage Star. Ça peut peser son pesant peut-être de cacahuètes, effectivement, mais aussi en termes de kilos plastique, on est sur quelque chose d'assez conséquent. Voilà donc pour Ravage Star sur GameFound actuellement, avec près de 1200 contributeurs et déjà 630 000 $ d'engrangés. C'est vous dire le prix moyen du pledge. Toujours sur GameFound, et ça ne cesse de m'étonner, les jeux de Martin Wallace, autrement dit Monsieur Jeu numéro 1 sur BGG, Brass, et ben sur GameFound, ou même sur Kickstarter des fois, que ce soit sur son propre label, j'allais dire, c'est pas un musicien, mais sur son propre, sa boîte d'édition à lui, ou sous des boîtes d'édition annexes, plus connues d'ailleurs que la sienne, ben, on a toujours des résultats assez, comment dirais-je, hétéroclites. C'est-à-dire que parfois on a des très bons résultats, parfois des trucs très moyens, et parfois des semi-bids, et c'est un peu ce vers quoi on s'oriente ici avec Chaos Cove, son nouveau jeu avec une apparence bien plus, comment dirais-je, colorée, bien plus familiale que bien d'autres jeux de Martin Wallace, et pourtant ça marche pas des masses. Alors c'est le nouveau jeu de Ape Games, pour l'instant il a recueilli 208 contributions, 17 jours avant la fin de la campagne, mais vous le voyez, on n'est pas encore au-dessus de financement qui est à 17 000 $, on est à 72% de financement actuellement pour ce jeu qui vous propose une expérience pour 2 à 4 joueurs pour des parties de 120 minutes, donc c'est quand même assez conséquent, malgré une accessibilité qui se place aux alentours de 12 ans et plus, donc plutôt un jeu pas familial mais quand même relativement accessible, et qui vous propose de la gestion de ressources, du contrôle de territoire, et puis surtout un placement d'ouvriers qui se veut un petit peu innovant. Je ne suis pas trop rentré dans les détails, d'autant plus que le jeu n'a pas de VF pour l'instant, mais vous avez donc du placement d'ouvriers, de la gestion de ressources, la collection de ressources bien sûr, un petit peu de tableau building également. Ça n'a pas l'air inintéressant, d'autant plus qu'il y a aussi cette facette de contrôle de territoire qui peut être intéressante, mais surtout à un plus grand nombre de joueurs. Je pense qu'à 2 joueurs c'est peut-être un peu moins intéressant a priori. Ah, ça peut être très bien pensé à 2 joueurs, je ne sais pas, je n'ai pas testé. Mais sur le principe, je dois dire que la DA est quand même pas vilaine. Pour un jeu de Martin Wallace, on a souvent l'habitude de voir des trucs assez sobres, pour dire comment dirais-je, pour dire les choses de manière comment dirais-je, minimaliste. C'est souvent très sobre. Là pour le coup c'est assez vivifiant, c'est assez luxuriant, c'est assez coloré pour être tout à fait honnête. Du coup c'est pas vilain, et du coup c'est assez facile à sortir avec un public qui est pas forcément gamer, visuellement en tout cas. D'autant plus que les règles se veulent relativement accessibles. Voilà, pour le reste, je vous laisse un petit peu explorer la page par vous-même, sachant que, encore une fois, il n'y a pas de VF disponible durant la campagne, donc je pense que ça intéressera pas grand monde, malgré un prix qui se veut lui aussi relativement accessible à 55 $ pour le pledge de base, le Rum Party Tier, à 55 $ donc. Voilà pour Chaos Cove, le nouveau jeu de Martin Wallace actuellement sur GameFound, mais qui n'est pas encore financé à l'heure où je vous parle. On enchaîne avec Holotype, on est de retour sur Kickstarter désormais, avec l'extension Mesozoic Europe, parce qu'en fait Holotype avait déjà fait une apparition sur Kickstarter il y a 1-2 ans de ça je crois, pour le jeu de base en fait tout simplement, et ça s'était plutôt pas mal passé, puisqu'on était à 725 contributeurs à l'époque pour Holotype. On va juste aller checker rapidement la date de sortie du bousin. C'était en mai 2022, avril-mai 2022, donc ça fait à peu près 1 an et demi. Entre temps le jeu est arrivé au backer, les retours sont plutôt pas mauvais, et d'ailleurs si on se réfère un petit peu au nombre de backers de la première campagne, 726 contributeurs, on est actuellement à 436 après moins d'une semaine de campagne, donc ça devrait dépasser, j'imagine, la campagne originelle, ce qui est généralement, mais c'est à prendre avec des pincettes, plutôt bon signe en termes de qualité, de bons retours de la part des backers de la première campagne. Donc à voir, peut-être si Holotype est en mesure de vous attirer avec ces nouveaux dinosaures issus du Mésozoïque européen. Pour l'instant il reste près de 3 semaines avant la fin de la campagne, le jeu est déjà financé. C'est pour rappel un jeu qui vous propose une expérience, là encore une fois, de pose d'ouvriers, mais également de tableau building, pour 2 à 5 joueurs.
20 minutes par joueur autour de la table et pour 14 ans et plus. On est sur un jeu qui, là encore une fois en termes de direction artistique, est assez sobre, mais bon, au-delà de ça, c'est sur une thématique qui attire quand même pas mal de monde en général. Les dinosaures, c'est quand même quelque chose d'assez classique, mais toujours aussi populaire, d'autant plus que l'extension Europe coûte assez peu cher, vous voyez, hein, c'est 20$ pour l'extension, c'est pas non plus outrancier. Et si vous prenez le all-in parce que vous avez raté la première campagne, ça reste relativement abordable, puisqu'on est à du 65$ pour le jeu de base, l'extension Europe et les 2 mini-extensions qui avaient été incluses dans la campagne d'origine. Qu'y a-t-il donc de nouveau dans la boîte donc de Mesozoic Europe, l'extension? Donc il y aura 6 nouveaux plateaux double face, avec des départs asymétriques, des petites compétences asymétriques également, donc pour aller un petit peu enrichir le gameplay. On a ensuite 75 cartes de spécimens, donc de dinos qui eux ont été trouvés en Europe, avec bien sûr cet aspect de set collection, on va dire. Ensuite, on a des cartes de fossiles en plus de celles qui étaient déjà présentes dans le jeu d'origine, et on a aussi des cartes d'expédition sur le terrain, mais cette fois-ci en Europe. D'ailleurs, on voit que la carte ici est en France, argile et grès à reptiles, formation, alors français un petit peu approximatif, mais bon, c'est en France. Par contre, attention, le jeu lui-même n'est pas en français, hein, donc soyez informés de ça. On aura aussi dans l'extension de nouvelles cartes d'objectifs personnels, donc des objectifs cachés que vous aurez à cœur de remplir pour engranger encore plus de points via votre mécanisme de set collection. Ensuite, des objectifs globaux qui eux seront communs à tous les joueurs avec un petit aspect de course cette fois-ci. Voilà, rien de très original, on est sur quelque chose de plutôt classique en règle générale, mais ça vient enrichir un petit peu le gameplay avec des petites compétences asymétriques, avec des objectifs secrets et globaux qui sont renouvelés également, donc bon, ça peut être intéressant. C'est pas une thématique qui m'attire outre mesure de toute façon, le jeu est encore une fois visuellement pas super clinquant, c'est pas vilain, mais ça n'a rien de très particulier, mais sachez quand même que, bon, j'ai dit tout à l'heure que le jeu n'était pas disponible en français en version physique, mais en revanche, vous aurez les règles en PDF, en VF pour ceux que ça pourrait tenter. Donc sachez-le, a priori il n'y a pas beaucoup de texte in-game, on voit qu'il y a quelques petits mots de vocabulaire comme when drawn, if chosen, etc. Donc rien de très sorcier quand même malgré tout. Pour le reste, on est essentiellement sur des titres de cartes, mais pas vraiment sur des effets de cartes. Donc les effets de cartes étant basés sur de l'iconographie, s'il y a une personne en mesure de comprendre les règles ou de les lire donc via le PDF en français, ça devrait pouvoir passer tout seul. Voilà donc pour Holotype, avec pour l'instant 436 contributeurs, 23 jours avant la fin de la campagne. Autre jeu disposant d'une VF, mais celui-ci en version physique, Machines to the Sky, qui est le nouveau projet de The Moon Grail, qui est un éditeur assez marrant qui nous vient du Texas et qui se présente sous l'apparence d'un cryptide, donc un monstre légendaire, mais qui crée des jeux. Voilà, c'est le projet. Donc on ne sait pas exactement qui est derrière les jeux de Machines to the Sky, de The Moon Grail de manière générale, mais ils se présentent comme une sorte de petit monstre. C'est eux qui étaient d'ailleurs In the Heart of Darkness, qui a fait un plutôt bon résultat, ou avant lui Dungeons of Dragmar, qui avait plutôt pas mal marché aussi avec près de 1500 contributeurs. Donc assez peu de projets pour l'instant, mais généralement des trucs qui ont plutôt pas mal marché et qui ont une petite patte visuellement assez distincte de ce qui se fait de manière générale, qui est pas désagréable. Même si pour le coup, Machines to the Sky a une DA qui est un petit peu plus ordinaire, on va dire. Et d'ailleurs ça se ressent peut-être, un petit peu au niveau des contributeurs, puisqu'on est sur un projet un peu plus commun visuellement, et du coup on est que sur 280 contributeurs en fin de première semaine, ce qui veut dire qu'on n'ira certainement pas chercher les 1500 comme les dernières campagnes, voire peut-être même pas les 1000, donc c'est pas forcément un super résultat pour eux pour l'instant, malgré la VF. On a aussi d'autres langues, mais je crois que c'est la VF et la VO anglaise uniquement qui seront imprimées, le reste sera du PDF si mes souvenirs sont bons. 1 à 4 joueurs pour le jeu, qui dure 15 à 40 minutes apparemment. Un petit cheveu de mon fils sur la langue, et c'est de glace. Et c'est pour 14 ans et plus. 280 contributeurs pour l'instant, donc c'est financé, mais c'est pas un super résultat. Pour le reste, Machines to the Sky vous propose une fiction un petit peu uchronique dans laquelle le monde arrive à sa fin, mais on est un petit peu dans le passé malgré tout. Et vous allez devoir faire en sorte de participer autant que faire se peut à la construction d'une sorte d'arche de Noé, on va dire, pour sauver ce qui peut être sauvé de l'humanité. Et donc chacun va essayer d'apporter sa pierre à l'édifice pour engranger des points. Donc il y a une sorte de semi-coop, mais bien sûr avec un seul vainqueur autour de la table. Il y aura donc du set collection, du tableau building également, et ça a l'air d'être plutôt pas vilain sur le principe. Et donc c'était pas 15 à 45 minutes, mais 20 à 45 minutes. Bon, je sais pas, une petite update, une petite upgrade d'informations ici, mais bon, ça n'a pas une grande importance.
d'importance. Et vous avez aussi bien sûr un petit mode solo qui sera jouable également, avec donc VF imprimé, donc directement VF matériel, alors que pour l'allemand, l'espagnol ou l'italien, il faudra se contenter, pour l'instant en tout cas, d'un PDF. Ensuite, continuons, le How to Play, on a une phase de bid, donc d'enchère on va dire, sur les ressources et les technologies, ainsi que vos alliés. Ensuite, on a une phase où on va devoir gérer nos différents projets, ce que l'on va chercher à bâtir pour l'arche. Ensuite, le progrès justement de nos investissements dans la construction de l'arche. Et puis bien sûr, on pourra aussi aller manipuler un petit peu les avancées de nos adversaires, un peu leur mettre des bâtons dans les roues ou à défaut des balles derrière la nuque pour stopper un peu leur progression, même si ce sera un petit peu au détriment de l'ensemble de la tablée. Donc sur le principe, j'aime bien le côté un petit peu semi-coop, mais avec moyen de se tirer un petit peu dans le dos, de se foutre un petit peu des coups de poignard bien sentis au niveau de la jugulaire. Vous me dites ce que vous en pensez. C'est pas foufou visuellement parlant, hein, quand même basé quand même essentiellement sur de l'iconographie, donc ça c'est plutôt accessible, assez simple à prendre en main à mon avis. Mais c'est vrai que visuellement, au-delà des illustrations qui elles ont un style assez sympatoche, assez comment dire iconoclaste, le reste en général, par contre, les plateaux, moyen bof. Je suis pas très fan. Pour le reste, c'est un jeu qui, au demeurant, est assez abordable en plus, puisque si on se contente du jeu de base, on est sur un truc à 42 €, donc pas très cher. En même temps, vous l'avez vu, le matos, c'est pas non plus complètement hors de notre univers, puisqu'on est quand même sur des choses relativement classiques, même pas de double épaisseur, etc., pas de miniature, pas d'éléments en bois pour remplacer le carton, etc. Donc un jeu relativement accessible, que vous pouvez d'ailleurs tester sur Tabletop Simulator si le cœur vous en dit. Voilà donc pour le nouveau jeu de The Moon Grail, Machines to the Sky, avec une VF à la clé. Peut-être vous rappelez-vous de Wizards of the Grimoire, c'était pas mon cas, même si on nous présente ça ici comme un hit two-player strategy card game, donc un jeu qui a fait un gros hit. C'est un jeu qui avait fait un gros hit sur Kickstarter avec moins de 500 contributeurs, donc c'est un hit modéré, hein, c'est un hit très modéré. Mais bon, ça avait financé, et en plus de ça, ça commence à faire un résultat assez conséquent, comparativement bien sûr. On n'est que à 350 contributeurs certes, mais on est sur des bases qui devraient nous permettre de dépasser assez largement le résultat de la première campagne pour l'extension Shifting Sands. Donc une extension slash standalone, vous n'avez pas besoin de jeu de base pour pouvoir jouer à Shifting Sands, pour un jeu de stratégie de cartes à 2 joueurs, avec ici 70 nouveaux sortilèges uniques qui viennent rajouter encore plus de profondeur à un jeu qui en était déjà doté, si on en croit la campagne d'origine qui se trouve donc ici. Et pour l'instant, donc avec 19 000 €, on n'est pas encore financé, comme vous voyez, on est à 90% du seuil de financement, ça devrait pouvoir se faire d'ici la publication de la vidéo a priori. Mais donc pour le reste, Wizard of the Grimoire, toujours un petit jeu à 2 joueurs de stratégie, de gestion de main pour 2 joueurs 10 à 999 ans, parce que peut-être que vous êtes des sorciers, donc vous avez découvert la pierre de je ne sais plus quoi qui vous donne la vie éternelle. Je pensais à Camelot en disant ça, la pierre qui transforme la viande de chèvre en eau, ou je ne sais plus quoi. Et c'est pour des parties de 20 à 40 minutes. Pour le rappel, en termes de contenu, donc 70 nouvelles cartes de sortilège, on va dire, 60 cartes de mana, 2 petites aides de jeu, et puis bien sûr le livret de règles, le tout avec une DA qui est plutôt toujours soignée. Je trouve que la DA est plutôt agréable à l'œil, je trouve ça plutôt joli, pour être tout à fait honnête. Pour le reste, les jeux de duel pour 2 joueurs, 2 cartes de gestion de main, il y en a quand même un paquet qui sont sortis ces quelques dernières années, donc c'est pas forcément facile de trouver une place là-dedans. Il y a quand même pas mal de jeux de cet acabit qui sont forcément plus connus, plus convaincants. Récemment, on a eu par exemple Ratlands, dans un style un petit peu différent, mais avec des cartes et en duel. Il y a quand même Dice Throne qui a comment dire, indémodable et un petit peu indétrônable pour moi également. On a aussi Gosu X qui est excellent, on en a certainement encore d'autres que je ne connais pas ou que j'ai oublié sur le chemin. Mais Wizards of the Grimoire est peut-être un futur hit, un véritable hit cette fois-ci, on ne sait pas pour l'instant, parce que pour l'instant on est quand même sur un truc qui avait moins de 500 backers la première campagne et qui devrait chercher un truc genre 700, 800 lors de la deuxième, donc ce ne sera pas un gros hit non plus, mais peut-être qu'un jour, sait-on jamais, le jeu fera ses preuves aussi dans nos contrées. Et ma foi, c'est tout pour les entrées de la semaine, alors que j'entends mon fils qui chouine parce qu'il n'a pas envie de dormir. On va maintenant pouvoir s'orienter vers les plats principaux.
premier plat principal de la semaine, il s'agit de Valka, qui se distingue d'abord par sa direction artistique assez originale, un petit peu old school, mais dans le bon sens du terme. C'est un jeu pour 1 à 5 joueurs, pour 8 ans et plus, donc très accessible, et pour des parties de 15 à 45 minutes, donc qui se veulent relativement courtes. Un jeu facile à sortir donc, qui pour l'instant a accueilli 905 contributeurs, c'est plutôt un bon début de campagne, 10 jours avant la fin de cette dernière, qui se veut donc assez courte. C'est le 4e projet de Terrible Games, avec une dénomination pareille, hein, on ne peut que réussir dans le domaine bien sûr. Vous les connaissez peut-être pour un projet précédent qui avait fait parler de lui, même si il n'avait pas fait un gros résultat, il s'agissait de Black Mold, un jeu qui était assez original, mais dangereux en même temps, puisqu'il s'agissait d'un jeu où on vous demandait parfois de retenir votre respiration, autant que faire se peut pour pouvoir progresser un maximum dans un donjon plongé dans l'obscurité et la pénombre, pardon. Et du coup, à mon avis, il y a moyen d'avoir des scènes de gens qui finissent aux urgences parce qu'ils sont tombés dans les pommes, manque d'oxygène ou je ne sais quoi. Ça n'avait pas super bien marché au demeurant, mais le concept était original au moins. Et donc avec Valka, ils ont battu leur record parce que Token Terrors Battlegrounds avait fait 500, 200 pour Repugnant, 400 pour Black Mold, et avec Valka on est déjà à près de 1000, donc beau succès pour Valka, qui en plus de ça est un jeu relativement abordable, même très abordable, à 29$ durant le Kickstarter, d'autant plus qu'il s'accompagne d'une micro-extension avec des animaux de compagnie, et également une autre extension intitulée Dark Shadows, comme le film, si je me souviens bien, qui n'était pas terrible pour le coup. Et donc c'est un jeu qui vous propose un jeu de cartes, encore une fois de duel, c'est pas 2 joueurs, c'est jusqu'à 5 joueurs, mais un jeu de fight, en gros, de Battle Royale on pourrait dire même, en chacun pour sa peau, sans points d'action, sans coût de cartes, sans limite de main, et surtout sans aucune merci pour vos adversaires autour de la table. Donc on va s'en foutre plein la tronche, bien évidemment, avec un matériel qui est pas vilain, des illustrations qui plairont pas forcément à tout le monde, mais qui ont au moins une certaine originalité. Et je vois ici qu'on est passé de 8 ans et plus à 12 ans et plus. Décidément, c'est la semaine des éditeurs qui ne savent pas ce qu'ils veulent, parce qu'on était bien sur du 8 ans et plus, et on passe maintenant sur du 12 et plus. En même temps, quand on voit des corps complètement carbonisés et des têtes qui volent un peu par-ci et par-là, on se dit que 12 ans et plus, c'est peut-être un poil mieux finalement. Les règles sont téléchargeables ici, mais exclusivement en VO, donc pas en français pour l'instant malheureusement, mais ceci dit, pour ceux qui sont suffisamment compétents dans la langue de Shakespeare, vous pouvez aussi le tester sur Tabletop Simulator pour vous faire un petit peu la main. Pour le reste, voyons un petit peu de quoi il s'agit. Donc ici, vous aurez un certain nombre de cartes avec une sorte de map monde que vous pourrez explorer pour aller chercher justement des cartes et enrichir votre main. Avec certaines cartes qui vont venir rejoindre votre, comment dirais-je, des effets permanents on va dire, et d'autres que vous pourrez un petit peu utiliser façon deck building en gros quoi. Le tout est pas spécialement hyper original en termes de mécanisme, mais ça présente plutôt pas mal, et ça a l'air d'être relativement nerveux, ce qui est plutôt sympatoche pour ce genre de jeu de Battle Royale qui se finissent assez rapidement. Donc bon, pourquoi pas ma foi, j'ai pas cherché plus que ça les détails concernant le gameplay outre mesure, mais sur le papier c'est pas vilain. On a aussi des petits add-ons avec les miniatures ici de Jack Crack et Arunga, que j'imagine être des personnages du jeu. On a aussi une cassette avec 9 chansons originales composées exclusivement pour l'univers de Valka et sur un format cassette. Alors je ne sais pas si vous êtes encore en mesure de lire les cassettes, il faut encore avoir un lecteur cassette, ce qui n'est pas forcément garanti dans tous les foyers actuellement. Je pense que la majorité d'entre nous s'en sont départis, s'en sont défaussés, pour rester dans le thème. Mais si vous avez encore un lecteur cassette, vous pourrez éventuellement bénéficier de la fameuse cassette de Valka avec une sorte de BO du jeu. Pour ce qui est des frais de port, c'est 25$ en moyenne pour l'Union Européenne, 17 pour le Canada, et pour nous au Japon, on serait sur du 33$, c'est quand même plus cher que le jeu, ça pique un peu, c'est toujours le problème des jeux de cartes sur Kickstarter avec des frais de port qui sont parfois aussi chers, voire même parfois un peu plus chers que le jeu lui-même. C'est un peu dommage, mais bon, ceci dit, Valka marche plutôt bien avec 905 contributeurs 10 jours avant la fin de la campagne. Voilà, pour celui-ci, j'avoue, je suis déçu. Il y a quelques semaines, on nous avait proposé une campagne pour un jeu intitulé Fromage, en VF dans le titre, mais pas de VF
dans les termes, en fait, en réalité, dans le jeu n'avait pas de version française disponible durant la campagne, même si, vu l'éditeur, on avait des chances de le retrouver par la suite en VF un jour ou l'autre. Et maintenant, on nous sort un autre jeu à thématique bien de chez nous, bien gastronomie française, bien ancré dans notre culture gastronomique. Il s'agit de charcuterie, et encore une fois, ça ne vient pas de France, ça nous vient des États-Unis. Donc après fromage qui venait des États-Unis, et cette fois-ci charcuterie qui vient des États-Unis, à quand nos éditeurs français, bien de chez nous, vont nous pondre un jeu mêlant frometon et charcutaille quand même, hein, où on est, il faut faire le boulot, hein, où êtes-vous pour faire le boulot les gars? En plus, double déception, charcuterie, le truc ça s'appelle charcuterie, et en fait c'est à peine la moitié des composants. On a aussi du frometon, on a des fruits, on a des légumes, qu'est-ce que c'est que ce bordel? Alors certes ça fait des très beaux plateaux, ça donne envie de manger, clairement, hein, mais c'est pas que de la charcuterie déjà. Et en plus de ça, vous allez voir qu'en termes de charcuterie, la variété est quand même pas trop au rendez-vous. Hein, on va voir ça plus tard. Quoi qu'il en soit, charcuterie, c'est le nouveau projet de Third World Studios, donc c'est le 3e projet donc, après The Stuff of Legends, qui avait plutôt bien marché avec 3300 contributeurs approximativement, et avant ça, Charmed and Dangerous, qui avait plutôt pas mal marché également. Et charcuterie pour l'instant est à 1144 contributeurs 10 jours avant la fin de la campagne, 30 000 € d'engrangés. Ce qui vous dit aussi que c'est un jeu qui n'est pas très cher vu le montant engrangé pour 1000 contributeurs, ce qui n'est pas énorme. C'est plutôt que c'est un jeu pas cher, on va le voir tout de suite. Charcuterie, c'est donc un jeu de set collection, vous allez chacun avoir un plateau et vous devrez composer un plateau de charcutaille en choisissant les meilleurs morceaux, en les agençant également au mieux, pour le mieux. C'est un petit jeu pour 2 à 6 joueurs, pour 14 ans et plus, clairement on peut jouer bien avant ça, c'est très familial, et pour des parties de 20 à 30 minutes, donc un jeu finalement filler, j'ai envie de dire, un jeu apéritif. Si vous me passez le jeu de mots, je me fais pas rire tout seul. Pas du tout, je me fais presque pleurer. Mais bon, il fallait que je la sorte, ça me titillait. Quoi qu'il en soit, donc charcuterie, eh bien vous allez voir que l'intérieur de la boîte, le contenu de la boîte, devrais-je plutôt dire, eh bien c'est celui-ci. On a donc 6 plateaux de joueurs, qui sont en fait des plateaux de charcuterie. Ensuite, on a le plateau de service, on a le plateau d'objectifs, on a aussi un petit sac qui va contenir la totalité des tuiles de charcuterie, le petit livret de règles, des cartes de recettes, des cartes d'objectifs également, et on voit ici qu'il n'y a pas que de la charcuterie clairement, et c'est aussi là ma déception, on a beaucoup de frometon, on a beaucoup de légumes, on a des fruits, on a aussi de la tapenade, une sorte de sauce, du hummus même, on a des petits crackers par-ci par-là, donc tout ça là en fait, tout ce que vous voyez de là jusque là, c'est pas du tout de la charcuterie en fait. Et de la charcuterie, on en a 3. On a du salami, on a du sopressata, et on a de la meat roses. Ben c'est tout. Et vous appelez ça charcuterie les gars? Il y a un petit peu de foutage de gueule quand même, non? Parce que là, je vois pas moi la terrine de campagne, les rillettes, la rosette. Où est la rosette? Où est le saucisson sec? Hein? Scandale. En plus de nous voler le titre du jeu, hein, de nous voler notre gastronomie à nous, ils mettent même pas ce qu'il faut dedans. Même si, effectivement, hein, ça a l'air appétissant quand on voit le plateau. Alors ensuite, les pledge levels, on en a plusieurs, 4 pour ne pas les nommer. On a le pledge hors d'œuvre à 1$ qui vous permet juste d'accéder au pledge manager. À 5$, vous avez du print and play, donc allez découper chacun des ingrédients, bof. Ensuite, on a le jeu de base en physique à 29$ au lieu de 40$. Et puis on a aussi le set de 2 pour faire une petite ristourne à l'unité pour 56$ de jeu. Donc façon d'économiser aussi un petit peu sur les frais de port bien évidemment. Pour le how to play, c'est malheureusement un petit peu parcellaire, on n'a pas beaucoup de détails, vous allez simplement tirer plusieurs ingrédients, autant d'ingrédients que de joueurs autour de la table, dans le fameux sac de charcuterie, et à partir de là, il y a un draft qui s'opère, et à partir de ce draft, vous allez ajouter les ingrédients en question sur votre plateau. Ensuite, on passe le sac à une autre personne, et on continue jusqu'à ce que les plateaux soient remplis. Et c'est tout ce qui est écrit ici. Alors vous pouvez bien sûr aller chercher les conditions de scoring par exemple ici dans le PDF des règles du jeu, mais c'est vrai que sur la seule page de Kickstarter on s'arrête à ça. Vous passez le sac à quelqu'un d'autre et on recommence. Ouais mais du coup ça se termine comment? Pourquoi? Comment on score? Qui gagne? Comment? Bah ça c'est un petit peu lacunaire à ce niveau là. Mais ceci dit, ça peut être assez fun, c'est un petit jeu familial, de draft, relativement classique, mais avec une thématique appétissante, c'est le moins qu'on puisse dire, mais qui fait pas le boulot, les gars, hein, parce que, encore une fois, il n'y a pas assez de charcuterie, et en plus de ça, c'est même pas français, donc double déception. Ensuite, on va aller voir rapidement le shipping. Le shipping pour la France et la Belgique se trouve ici. On est sur du 20$ pour une copie, 26 pour deux, donc c'est le moment évidemment de vous mettre à 2 ou 3 sur le projet.
Pour le Canada, c'est 22 ou 30. Vous pouvez aussi jouer jusqu'à prendre 6 copies hein, pour faire un pledge groupé. Ensuite, pour nos amis monégasques ou suisses, CXX ça se passe avec 34 $, donc c'est quand même plus cher que le jeu de base. Ça pique un peu. Et puis pour nous qui sommes au Japon, où la charcuterie n'a malheureusement pas sa place, ou très peu. Hein, quand vous m'envoyez du saucisson, hein, cher papa et maman, il se fait cramer la tronche aux douanes sans que j'ai pu le déguster avant, donc c'est quand même forcément très très dommage. 24 $ de frais de port, mais ça au moins ça passera les douanes, à moins que les douaniers soient très très cons et le brûlent parce que ça ressemble à un saucif, ce qui serait quand même très très con. Et ma foi, c'est après tout ce que je peux vous dire concernant charcuterie, donc quand même déception de trouver finalement aussi peu de charcuterie dans un jeu qui porte ce nom-là. Le buzz de la semaine, assez inattendu, il s'agit de Kelp, Shark vs Octopus, un petit jeu asymétrique pour 2 joueurs, duel, assez abstrait pour le coup, puisque bien évidemment on n'a pas l'habitude d'incarner un gros poulpe et un requin, mais là c'est ce qu'on vous propose, avec des mécanismes différents pour le requin et pour le poulpe. C'est pas inintéressant sur le principe, vous allez voir qu'en plus de ça, en termes de DA, c'est pas vilain du tout. L'asymétrie semble être plutôt bien équilibrée et assez sympatoche à prendre en main, parce que vraiment on a des gameplays assez différents pour les deux factions, si je puis dire. Mais en tout cas, je m'attendais vraiment pas à ce que Kelp fasse un tel résultat, puisque le projet allemand qui vient de Wonderbow Games est actuellement à 4555 contributeurs, 24 jours avant la fin de la campagne. J'avoue que sur le seul thème de ce jeu-là, je m'imaginais vraiment pas du tout un tel résultat en si peu de temps. Je m'attendais même pas à ce qu'il ait autant de contributeurs à la fin de la campagne, pour tout vous dire. Donc je suis quand même très très surpris, d'autant plus qu'on a quand même 300 000 € d'engrangés à la fin de la première semaine. C'est gros buzz, je m'y attendais vraiment pas. Wonderbow Games en plus, c'est même pas comme s'ils avaient vraiment un tel pédigré derrière eux, puisque en fait derrière il y avait Hunters of the Lost Creatures qui avait d'abord bidé une première fois avant de faire ensuite 1600 contributeurs, ce qui était pas mal mais pas extraordinaire non plus. Donc je suis assez surpris de voir un tel résultat pour Kelp, même si vous allez voir, c'est pas vilain, et en plus ça, c'est plutôt intéressant en termes de gameplay. On est sur un jeu donc profondément asymétrique, profondeur marine, c'est avec beaucoup d'interactions entre les joueurs, en même temps, heureusement, c'est un jeu de duel, avec des tours assez rapides, j'ai vraiment du mal à parler aujourd'hui, rapides, avec des règles relativement accessibles, avec de belles illustrations, ce qui est vrai, on est vraiment sur une belle DA, et puis avec des très beaux composants également, avec d'ailleurs une miniature de requin qui est plutôt satisfaisante. C'est pour 10 ans et plus, c'est pour 2 joueurs, donc je l'ai déjà dit, et c'est pour des parties de 40 à 60 minutes, donc jeu de duel, avec d'abord le requin qui lui va avoir 3 mécanismes au cœur de son gameplay. D'abord le Dice Bag Building, ensuite on a la mitigation de chance, donc une sorte de contrôle de la chance, et puis également du gameplay tactique. Et ensuite l'Octopus, donc le poulpe, qui lui aura un gameplay plutôt orienté stratégie, qui pourra manipuler le plateau, les différents éléments du plateau, et qui aura un mécanisme central de deck building. Donc voilà, vous voyez qu'on a des approches radicalement différentes pour les deux animaux qui sont présents ici. Par contre, moi j'ai toujours du mal à faire la distinction entre la tactique et la stratégie. Moi j'avoue que pour moi c'est quasiment des synonymes, donc vous me direz si vous voyez la différence entre le gameplay tactique et le gameplay stratégique. Ensuite, donc, explorons un peu plus la campagne. Vous voyez que déjà, en aperçu visuel, c'est quand même pas vilain. On a des pièces pour le poulpe, qui s'apparentent un petit peu à ce qu'on peut trouver dans un jeu de Mahjong, pour le coup. Et puis pour le requin, on a donc la figurine du requin. Et puis pour le reste, on a de très belles cartes, que ce soit pour le poulpe ou pour le requin, avec des cartes qui sont très bien illustrées, avec par contre beaucoup de texte, donc si vous n'êtes pas très ami avec la langue anglaise, c'est pas forcément une très bonne idée, même si, vu le résultat de la campagne pour l'instant, on n'est pas à l'abri de voir une VF débarquer un jour ou l'autre. Voilà là, le plateau central, les cartes du poulpe, les cartes du requin, sachant qu'il y en avait 21 pour le poulpe, 20 pour le requin. Petit déséquilibre que j'imagine volontaire, bien sûr, avec, vous voyez directement les mécanismes différents, puisqu'on voit ici des dés qui vont servir au dice back building pour le requin, alors que pour le poulpe, elles en sont dénuées. Donc c'est complètement un gameplay différent, même s'il y a des cartes pour les deux, bien sûr. Ensuite, les petits blocs pour le poulpe, justement, la miniature du requin qui ne sera pas peinte apparemment, contrairement aux images qu'on a vues précédemment, les dés pour le requin, quelques petites tuiles par-ci par-là, des sacs pour les deux factions, des petites aides de jeu et un token. Voilà, c'est à peu près tout. On aura peut-être aussi une miniature pour la Deluxe Edition, une miniature aussi du poulpe apparemment, c'est plutôt sympa, qui, une fois peinte, peut jeter pas mal, c'est vrai que c'est plutôt joli. Le petit coin ici, la petite pièce, je ne sais pas du tout à quoi elle sert en revanche.
Pour le reste, je vais aller voir directement le how to play rapidement. Pour le requin, on va donc piocher des dés dans votre petit sac et ensuite les jeter, et on va attribuer les dés à différentes actions pour déplacer notre requin et éventuellement chercher à faire sa peau au poulpe, bien sûr. Ensuite, on pourra aussi gagner de nouvelles compétences en complétant certaines tuiles, en obtenant de nouvelles cartes, etc., en ajoutant de nouveaux dés dans notre pool de dés à l'intérieur du sac, etc. Pour ce qui est du poulpe, lui, en revanche, il va révéler des blocs que lui seul voit, parce que c'est une uniface. Donc derrière, le requin voit seulement une face blanche, alors que vous voyez des coquillages, par exemple. Vous allez faire de la pose de cartes, donc gestion bien évidemment, qui vous permettront d'activer certains blocs. Vous pouvez aussi swapper des blocs par-ci par-là. Vous pouvez aussi mélanger des blocs pour vraiment perdre le requin, qui ne saurait plus où donner de la tête. Et puis vous aussi, comme le requin, en revanche, vous pourrez apprendre de nouvelles compétences. Ça, par contre, c'est commun aux deux factions. Pour ce qui est de l'emporter, apparemment il y a 3 manières de l'emporter. Le requin peut réussir à gagner via une attaque sur le poulpe. Le poulpe, lui, peut réussir à gagner en l'emportant, peut réussir à gagner en réussissant à survivre au requin. Et puis sinon, il peut aussi réussir à bouffer 4 types de nourriture marine avant que le requin ne réussisse à le choper pour l'emporter là encore. Niveau de base du pledge, c'est donc ici que ça se passe, 45 € pour le pledge de base, le Standard Edition. Pour la Deluxe, on est à 60 €, donc 15 € de plus pour accompagner le tout de votre petite miniature de poulpe, ainsi que des sacs qui apparemment ne sont pas contenus dans le jeu de base, peut-être. Une petite pièce, on ne sait pas vraiment à quoi elle sert. C'est juste que les sacs sont peut-être brodés alors que c'était pas le cas dans le jeu d'origine, je pense. C'est peut-être juste la broderie qui change le tout. Et puis les dés translucides, donc transparents, pour le requin, alors qu'ils étaient, comment dirais-je, plain, on va dire en anglais, pour la version de base, donc non transparent, en fait, simplement. Ensuite, on a aussi un Deluxe Bundle qui vient avec une mini-extension Brilliant Behaviors, qui vient enrichir encore un petit peu plus le jeu, le tout pour 68 €. Bon, la mini-extension est pas très chère pour le coup. Je vais pas chercher trop ce qu'elle vient ajouter, mais apparemment il y a quelques petits modules en plus que vous pouvez choisir d'ajouter ou non, j'ai l'impression. Ensuite, en add-on, vous pouvez prendre des sleeves, vous pourrez prendre aussi un tapis de dés, vous pourrez prendre aussi la mini-extension New Pursuits, l'extension Brilliant Behaviors aussi, et puis je crois que c'est à peu près tout. Après il y a des stretch goals, mais ça on passe dessus. Ensuite, allons voir les frais de port. Pour le Japon, c'est 25 $, pour le Canada, 25 $ également. Pour l'Union Européenne, c'est beaucoup moins cher, c'est 12 € pardon, de frais de port. Par contre, vous aurez certainement la TVA à payer en plus dans le Pledge Manager a priori. Voilà donc pour ce qui est de Kelp, un bien joli petit jeu que je ne voyais vraiment pas réussir à ce point-là. Très beau résultat, ils ont vraiment fait parler la poudre aujourd'hui, poudre qui pourtant généralement dans l'eau ne marche pas aussi bien que à l'extérieur bien sûr. Mais bon, Kelp, ça marche bien. Pour tous les fans de Elizabeth Hargrave, donc Madame Wingspan ou Madame Mariposas par exemple, voici son nouveau jeu qui débarque sous la coupe de AEG, Alderac Entertainment Group, qui généralement possède des VF à terme, même si généralement pas durant les campagnes, donc ce sera certainement le cas pour Undergrove. Il n'y aura pas de VF maintenant, mais certainement par la suite, oui j'imagine. J'ai déjà dit le titre, c'est donc Undergrove, le nouveau jeu de Elizabeth Hargrave. Avec 39 $ l'édition de base, 69 $ l'édition Mycologist, donc mycologiste, spécialiste du champignon, quoi, en gros. C'est pour 1 à 4 joueurs, pour des parties d'environ 60 minutes, donc un jeu qui se veut, on va dire, familial plus, peut-être minimum initié, peut-être, on va dire. Pour l'instant, ça marche plutôt pas mal aussi pour Undergrove, comme c'est souvent le cas de toute façon pour Alderac, qui fait généralement de beaux résultats de campagne. 4000 contributeurs, 27 jours avant la fin de la campagne, on est quand même sur une des campagnes qui marche le mieux cette semaine. Avec du coup juste avant Kelp, et pourtant ce ne sont pas les jeux que vous avez placés, ni moi-même d'ailleurs, dans les desserts de la semaine, donc petit paradoxe de ce point de vue là au niveau du menu crowdfunding de la semaine. Et donc Undergrove, eh bien un petit peu comme Mycology récemment, sur Kickstarter il y a après un mois, on est encore une fois sur un jeu de champignons, donc voilà, il pousse de partout en ce moment, c'est l'automne, je sais pas, c'est la saison. Tout le monde a envie de partir à la cueillette, et du coup on lance son jeu sur les champignons. Et donc Undergrove, c'est à nouveau avec ce thème qu'il nous propose de nous évader en forêt,
avec des mécanismes qui ont l'air d'être assez intéressants, puisque vous le voyez d'ores et déjà, on a des petites connexions entre les cartes, avec des petites pointes qui viennent indiquer telle ou telle carte, une sorte de réseau entre les différents champignons de la forêt. Pas inintéressant, on va aller voir ça un petit peu plus en détail. Pour rappel, donc 60 à 90 minutes de la partie, 1 à 4 joueurs, donc il y aura bel et bien un solo, et c'est pour 10 ans et plus, avec comme d'habitude le commentaire dithyrambique de Rado, parce qu'il ne fait que ça à chaque fois, bien sûr. Ensuite, continuons. D'abord, qu'y a-t-il dans la boîte de base à 39 $? On a donc les petits tokens que vous avez aperçus tout à l'heure entre les cartes, ainsi que les root tokens qui désignent telle ou telle carte en fonction des croisements des cartes, comme on a vu tout à l'heure. Des petits tokens d'arbres, des tokens d'activation. On a ici un petit plateau carbone. Ouais, bah on verra. Le petit token de premier joueur, et puis ensuite les plateaux de joueurs individuels. Ensuite, on a aussi la fameuse tuile de départ, puisque c'est forcément avec ces 5 tuiles-là que vous allez démarrer votre partie, et ensuite vous allez ajouter de nouvelles tuiles avec de nouveaux champignons ici, placer les fameux tokens de wood seedling ici, donc de petites graines, on va dire, entre les fameuses tuiles de champignons, et ensuite elles vont se répandre, formant ainsi une sorte de réseau de maillage de champignons à travers la forêt. Ensuite, tout un tas de petits tokens par-ci par-là, un petit score pad aussi, livret de règles, etc., etc. Et puis aussi un petit plateau pour le solo exclusivement également. Qu'est-il en plus dans l'édition Deluxe, me demanderez-vous? La réponse est la suivante. D'abord, des petits tokens, cette fois-ci en bois et non plus en carton. Même chose pour les arbres qui sont aussi en bois. On a aussi des petits disques en bois aussi d'ailleurs. Alors je sais pas pourquoi, il y a beaucoup de campagnes en anglais où ils disent discs, alors ça n'a pas du tout une forme ronde. Bon, c'est le cas ici. Je garde le vocabulaire qu'ils utilisent, mais en fait c'est des petites tuiles, on va dire. N pour nitrogène, P pour phosphore et K pour potassium. Ensuite, on a quoi d'autre en plus? Je crois que c'est les mêmes. Ah non, c'est la qualité des tuiles qui a été augmentée aussi pour l'édition Deluxe. Ok, donc certainement plus épaisse, j'imagine. Et au-delà de ça, on a aussi une micro-extension intitulée Whispering Woods, donc la forêt des murmures, on va dire. Ensuite, qu'y a-t-il aussi dans cette fameuse extension Whispering Woods? Eh bien, on a des petites tuiles d'objectifs double face, et puis également 4 nouvelles tuiles avec des champignons supplémentaires, tels que Poison Pie par exemple. Alors ensuite, de quoi s'agit-il en termes de gameplay? Eh bien, c'est ici que ça se passe avec le How to Play. D'abord, vous le voyez ici, on va venir ajouter des petits tokens de seedling, on va dire, donc de petites pousses, on va dire, entre les tuiles de champignons que l'on va venir ajouter au fur et à mesure du gameplay, avec également des arbres qui vont venir pousser entre les différents champignons au sein de la forêt, donc. Ensuite, on va activer différentes actions sur notre plateau personnel pour pouvoir interagir sur le plateau central et les fameuses tuiles de champignons. Ensuite, on va pouvoir absorber des seedlings, donc des fameuses graines, pour faire pousser des arbres de notre couleur et nous faire gagner ainsi des points de bonus. On pourra même aller remplir des petits culs, comme vous le voyez ici, sur certains champignons et pas sur d'autres. Sur certains d'autres, ce seront par exemple des pommes de pin qui seront illustrées. Ensuite, on a ce fameux petit plateau annexe sur lequel seront situées donc les fameuses tuiles de potassium, etc., sur lesquelles vous pourrez interagir également, qui vous permettront d'obtenir des petits bonus temporaires. Et puis ensuite l'action de Reproduce, où vous allez ajouter donc de nouvelles connexions avec de nouveaux champignons qui viendront s'ajouter à ceux déjà en présence, en ajoutant aussi votre petit seedling bien évidemment. Ensuite, on a The Partner Action, donc une action de partenariat qui, elle, vous permet de faire pousser à partir des racines de votre seedlings des arbres, et puis à partir de ça, elles vont créer des sortes de partenariats entre les différents champignons autour de l'arbre en question, qui vous permettront d'aller scorer pas mal de points en fin de partie. Et puis bien sûr, quel ne serait un jeu sur la nature, sur la forêt, sans cette action qu'est la photosynthèse, qui vous permettra de gagner encore plus de carbone ou d'échanger du nitrogène en carbone. Donc chacun de ces éléments ayant bien sûr une fonction particulière au sein du gameplay. Voilà, pour le reste, je passe assez rapidement. On va aller checker rapidement le shipping, avec ici pour le Canada 17 $ pour la standard, 19 pour l'édition Deluxe. Pour l'Union Européenne, c'est 18 à 20 $. C'est la même chose également pour la Suisse d'ailleurs, ou le Liechtenstein. Pour l'Asie, donc le Japon, 24 $ ou 28 pour l'édition Deluxe.
Voilà donc pour Undergrove, le nouveau projet de Madame Hargrave, auteur de Mariposas ou encore de Wingspan, son jeu le plus célèbre à ce jour, mais qui est accompagné pour celui-ci par Mark Wootton, qui est un développeur de l'équipe de AEG, qui a bossé sur pas mal de jeux de chez eux, même si je le connais un peu moins bien, et c'est aussi, pour certains ça pourrait être important, illustré par Beth Sobel, une des illustratrices qui est les plus populaires depuis ces 10 dernières années environ, on va dire, qui a bossé notamment sur... c'était quoi déjà? Ah, j'ai perdu le nom. Bah, je me demande si c'était pas déjà elle sur Wingspan. Allez savoir. Mais elle a fait quand même pas mal d'illustrations. Voilà, c'est à peu près tout ce que je peux vous dire concernant Undergrove. J'étais plus tenté par Mycelia. Je crois que c'était ça. Hein. C'était pas Mycology, c'était Mycelia. Qui me tentait un petit peu plus que Undergrove, même si Undergrove a l'air d'être assez sympatoche également. D'ailleurs, 4000 contributeurs ne se sont pas détrompés à ce niveau-là, ils se sont rués sur le projet, aussi en partie je pense sur le nom de l'autrice, même si elle est accompagnée cette fois-ci de Mark Wootton, mais le jeu en tout cas marche très fort dans cette première semaine de campagne, et oui j'ai dit autrice, parce qu'en fait c'est la pression sociale, parce que généralement je dis auteur, hein, voilà, mais bon, que voulez-vous, le féminisme a eu raison de ma volonté. Celui-ci, je le place dans les plats principaux de la semaine, alors qu'en réalité, j'aurais presque pu le mentionner dans les entrées, mais bon, il a une grosse licence, une grosse IP, comme disent les Anglais, donc je le place là pour faire plaisir, mais en réalité, il n'est pas là d'être diablement intéressant. Il s'agit de Evil Dead 2, Deluxe Edition, donc par le studio Linvander, 12e projet, petit projet canadien, qui pour l'instant n'a pas recueilli des masses de contributeurs, pour être honnête, on est sur 526 contributeurs, ce qui pour une IP est pas énorme du tout, 27 jours avant la fin de la campagne. Ceci dit, c'est financé avec 34 000 € sur 30 000 nécessaires, et vous vous en doutez bien, on est sur un jeu de survie de zombies, qui rappelle certains mécanismes de Zombicide par exemple, pas mal de mécanismes qu'on retrouverait également dans des dungeon crawlers par exemple, mais bon, au-delà de ça, c'est pour 1 à 6 joueurs désormais, et non plus pour 3 à 6 comme c'était le cas pour le jeu d'origine. C'est pour des parties de 60 minutes environ. On a un nouveau mode solo, on a aussi de nouveaux modes avec un S de coop également. Bon, pour le reste, c'est relativement classique en termes de gameplay. Vous avez une map, vous avez des petits items par-ci par-là, et un tas de monstres qui vont venir se foutre sur votre tronche et essayer de vous arracher tout ce qui peut être arraché de votre corps pour s'en faire de la charcuterie comme on en parlait tout à l'heure. Voilà, je vais pas passer plus de temps que ça parce qu'en réalité c'est pas un projet diablement intéressant, même si pour le coup c'est vrai qu'ils ont mis un petit coup de polish, hein. Ils ont polishé ça comme une boule de billard avant de faire un strike. Ben, le strike ceci dit a pas marché, ils sont quand même en train de friser avec la gouttière, puisque vu le résultat c'est quand même pas très convaincant, mais certes il y a eu un petit coup de polish sur les composants qui sont un petit peu plus jolis, et encore, c'est un bien grand mot. Le pledge de base, vous avez 10 $ pour l'upgrade uniquement, pour ceux qui voudraient l'upgrade parce qu'ils ont déjà le jeu de base, mais qui voudraient l'améliorer un petit peu. Sinon, l'édition Deluxe est à 99 $, donc en plus de ça, c'est quand même pas donné. Et puis sinon, pour les boutiques, vous pouvez prendre 4 copies à 220 $, donc avec une grosse ristourne. Voilà, il y a bien sûr du kilo plastique, hein, vous en doutez, mais ceci dit, même les figurines elles-mêmes sont pas fantasmagoriques, pour être tout honnête. Par contre, les dés en général, il y a des sets de dés super cool, en add-on éventuellement. Il y a des dés assez classe, notamment à l'effigie de la licence, mais au-delà de ça, on n'achète pas un jeu pour les dés uniquement, bien sûr. Pour les frais de port, pour nos amis suisses, tiens, on commence par la Suisse pour une fois, ça change. 16 $ ou 40 si vous prenez la Deluxe. Il y a un gap assez conséquent. Pour l'Union Européenne, 14 ou 24. Pour le Canada, 22 à 34. Et puis pour nous, en Asie, on serait... Enfin, en Asie, j'ai bien fait la liaison, hein, pour la petite moustache. 23 à 38 $ de frais de port. Ma foi, c'est après tout ce que je peux vous dire concernant Evil Dead 2, parce que le reste n'est pas diablement intéressant encore une fois. Ceci dit, bon, 526 contributeurs, c'est financé 27 jours avant la fin de la campagne. Ce qui me fait dire qu'on va maintenant pouvoir passer au dessert, et ils sont donc au nombre de 4, comme vous l'avez vu tout à l'heure dans le sondage de la semaine. Il s'agit donc de Stars of Akarios 1.5, Persévérance, épisode 3-4, Kalimala, et puis Misty Waters. On commence tout de suite avec Stars of Akarios 1.5.
On commence les desserts de la semaine par un détour de côté de chez GameFound, et en réalité je dis un détour, mais parmi les 4 projets de dessert de la semaine, il y en a 3 sur GameFound, chose rare et chose à souligner donc, parce que généralement on est quand même plutôt sur des gros projets sur Kickstarter, là on en a 3 gros sur GameFound. Est-ce que c'est une sorte de signe qui nous dit que GameFound commence quand même progressivement à prendre du terrain sur Kickstarter? Peut-être pas, c'est à prendre avec des pincettes, mais c'est vrai que GameFound commence à réussir à attirer de gros éditeurs par-ci par-là maintenant. Et c'est le cas avec Open House Studios qui nous revient avec une mise à jour de Stars of Akarios, donc une version 1.5, qui vient s'accompagner de nouveaux contenus également, et ma foi, pour l'instant, c'est plutôt pas mal du tout, hein. Le jeu décolle bien, hein, tel un petit oisillon qui prend son envol hors du nid, avec 2860 contributeurs, 13 jours avant la fin de la campagne, on est déjà à près de 500 000 dollars, d'engranger pour Stars of Akarios. C'est toujours un jeu qui vous permet de jouer en solo ou jusqu'à 4 joueurs en coopération, c'est ça, pour un jeu hautement narratif avec beaucoup de texte, pour des parties de 60 minutes, pour 13 ans et plus. On est sur un jeu d'exploration spatiale, comme vous pouvez le voir ici, on est dans la science-fiction, de l'exploration en coopération, il y a beaucoup de sion, comme dans les sages de Sion, parce que je ne sais pas ce que je dis, j'essaie de trouver des rimes en Sion, mais je n'en ai plus, alors que pourtant il y en a un paquet dans la langue française, mais dès qu'il s'agit de chercher des trucs, je suis incapable de le sortir parce que c'est le stress, le trac, parce que oui, vous ne le pensez pas, parce que vous croyez que après 2 ans de chaîne sur YouTube, on a l'habitude, mais non. Peut-être que certains s'y font, mais moi j'ai toujours le stress quand je parle devant une caméra, ce qui fait que généralement je trébuche, je bafouille, bien plus que je ne le fais dans la vie de tous les jours. C'est ridicule, mais que voulez-vous, c'est comme ça. Vivez ma vie de youtubeur. Quoi qu'il en soit, je disais donc qu'il s'agit d'un jeu en campagne avec beaucoup d'éléments de narration, ce qui fait aussi que Stars of Akarios est un jeu assez complexe à traduire, et c'est aussi la raison pour laquelle je pense beaucoup d'éditeurs n'osent pas s'y frotter, parce que pourtant c'est un jeu attendu qui aurait certainement son public pour de la VF ou de la version allemande ou espagnole, que sais-je encore, mais il y a beaucoup de traductions à faire. Et pour l'instant, personne ne s'y s'est encore aventuré. Stars of Akarios, c'est donc toujours pour 1 à 4 jours, pour des parties de 60 à 90 minutes, et pour 50 heures, voire même plus de 50 heures de campagne en coopération sci-fi. Alors, continuons pour aller voir un petit peu. Je vais passer assez vite en réalité sur Stars of Akarios, parce que c'est un jeu qui a déjà connu une campagne qui avait bien marché. On a déjà vu pas mal de retours, y compris dans la sphère francophone, même si le jeu n'est pas en VF, à propos du jeu. Donc on va pouvoir passer... petit rototo après un curry indien, excusez-moi, assez rapidement sur Stars of Akarios. Là, je n'ai aucune dignité. J'aurais dû faire une cut, mais je crois que je vais la laisser, juste pour le plaisir de vous foutre de ma tronche dans les commentaires, en disant « Oh, il a roté en vidéo !» Quoi qu'il en soit, Stars of Akarios, le pledge de base, il est à 130$, avec des plateaux double épaisseur, avec des belles figurines, avec des game trays dans tous les sens, bref, avec du gros matos. On se rapproche un petit peu d'un truc façon Unsettled en termes de qualité de la production, même si je suis plus amateur de la direction artistique globale de Unsettled que je ne le suis de celle de Stars of Akarios, même si le jeu est très joli, clairement. Peut-être aussi que la thématique m'attire un petit peu moins sur Stars of Akarios, qui est plus dans l'exploration spatiale, alors que Unsettled est plus dans l'exploration de planètes lointaines. Donc masse de cartes également, bien sûr, des standees dans tous les sens, des tokens, etc., etc. Les fameux game trays qui sont ici. Je ne sais pas exactement si ce sont des game trays, mais bref, ce sont des inserts en plastique façon game trays, vous m'aurez compris. Ensuite, continuons. On a un pledge gameplay à 200$. Cette fois-ci, il s'accompagne également de Drones of Akarios, avec plein de nouveaux plateaux de petits vaisseaux par-ci par-là. On a aussi de nouveaux tokens, des dés, des nouvelles miniatures, de nouveaux personnages, avec également de nouveaux scénarios de nouveaux livrets de scénarios, devrais-je plutôt dire. Donc pas mal de choses pour enrichir votre campagne d'origine. Ensuite, on a le Ultimate qui s'apparente plus ou moins à un all-in, en gros, à 310$. Ou, comme on vous le dit ici, 38,75$ par mois. Tout de suite, ça fait beaucoup moins agressif, parce que oui, vous le savez peut-être, si vous avez suivi un petit peu les derniers menus crowdfunding, depuis 3-4 mois, on va dire, GameFound a lancé le Stretch Pay, qui vous permet de payer en plusieurs fois sans frais votre pledge, et du coup c'est très traître, parce que ça donne envie de backer plusieurs jeux en se disant que bon, on paye jamais que 20-30$ par mois, c'est pas méchant.
Oui, mais si tu fais ça 3-4 fois par mois, sur 12 mois consécutifs, ça change pas que le prix est quand même assez conséquent. Et donc, dans le Ultimate à 310, on a la même chose que le précédent Pledge, mais aussi tout un tas d'éléments de décor, des tuiles de terrain, enfin même pas des tuiles, mais des 3D, des impressions 3D de terrain, donc des planètes parfois même, mais également des vaisseaux, tout un tas de vaisseaux, eux aussi en 3D. Et c'était pas le tout, parce qu'on n'avait même pas encore le all-in, on avait un pledge ultimate, moi je me suis fourvoyé en me disant ultimate c'est un pledge ultime, donc c'est un all-in, mais non, après le pledge ultimate, il y a un pledge all-in, c'est traître. 370$ ou 46,25 par mois. Voilà, j'essaie de vous montrer un petit peu à quel point ça peut être pernicieux le paiement par mois. Et cette fois-ci, c'est le vrai gros all-in de la mort qui tue, avec tout ce qui est sorti jusqu'à maintenant, et la nouveauté également de Stars of Akarios, avec notamment le playmat que vous voyez aussi, hein, dual-sided néoprène mat, donc un tapis néoprène double face, et avec les stitches, donc avec la couture sur le bord, plus le artbook qui va bien également, parce que c'est un jeu qui dispose quand même d'une belle DA, donc ça fait plaisir. Ensuite, vous avez un petit résumé des différents contenus en fonction du niveau place que vous allez choisir ici, mais bon, ça on passe assez rapidement. Vous aurez compris assez rapidement que ça peut passer de 100$ à du coup 400, environ 370$. Voilà. 100 à 370$, ça dépendra de ce que vous avez déjà ou non. Si vous avez déjà du contenu pour Stars of Akarios, à ce moment-là, vous pouvez contenter du Upgrade Pack plus des 2 nouvelles extensions, donc Drones of Akarios et puis Battles of Akarios également. Donc 100$ pour tout ce qui est en termes de nouveautés de gameplay. Sinon le gameplay pledge est à 200$, et puis après bon, si vous voulez chercher encore plus de contenu, bien sûr le ultimate ou encore le all-in qui peuvent faire très très mal au portefeuille, mais qui vous feront certainement très plaisir une fois la réception du jeu faite. Voilà pour ce qui est de Stars of Akarios. On va continuer un petit peu avec les frais de port, alors que là je défie et qu'il y a un gros blanc dans la campagne. La page n'a pas chargé. Ah oui, c'est ça, d'accord. C'est le How to Play avec tous les gifs n'avait pas chargé. Bon, je vous l'avais déjà dit, hein, c'est de l'exploration. Vous allez tourner un livret à fascicules et vous aventurer à travers les différentes galaxies de Stars of Akarios. Et vous aurez tout un tas de petits embranchements scénaristiques via lesquels vous devrez prendre des décisions de groupe qui pourront impacter l'ensemble de votre campagne, bien sûr. Campagne qui sera de toute façon impactée aussi par vos choix en termes de gameplay, en termes notamment d'upgrade de vos vaisseaux, de ce que vous allez faire pour telle ou telle mission, etc. Notamment des combats avec d'autres vaisseaux qui viendront vous attaquer, etc. etc. Donc un gros jeu space opéra, on va dire, qui, si on en croit les retours sur BGD notamment, ou même les quelques retours que j'ai pu voir dans la sphère francophone des joueurs qui sont aventurés, ça allait être quand même des trucs très bons jeux. Après, j'ai jamais testé, donc je ne saurais pas vous faire une garantie à ce niveau-là, bien évidemment. On continue, on va aller voir cette fois-ci les frais de port. Alors on va cliquer directement sur le shipping, ça ira plus vite. Voilà, shipping pour le Canada. Ça va osciller entre 10 et 45$ de frais de port pour le Canada en fonction du pledge que vous allez choisir. Pour l'Europe avec la Belgique, mais également la France, ça va aller de 10 à 40. Et pour nos amis suisses éventuellement, c'est ici donc 20 à 45. Et puis nous au Japon, on est entre 15 et 70$ de frais de port pour Stars of Akarios. Projet que j'aimerais bien tester un jour, pourquoi pas. De là à aller le baquer, non, parce que encore une fois, vous le savez, moi et l'espace intersidéral, on n'est pas très amis. Voilà donc pour Stars of Akarios 1.5, plus le nouveau contenu avec des extensions qui viennent renouveler un petit peu et approfondir un petit peu aussi l'expérience. Vous me direz si vous êtes de la partie ou non. Pour l'instant, 2857 contributeurs se sont joints à la campagne, près de 500 000$ d'engrangés. On reste sur GameFound, cette fois-ci pour analyser un petit peu la campagne de Perseverance, Castaway Chronicles, épisodes 3 et 4. Long titre pour ce qui est le nouveau jeu, le nouveau projet en tout cas de Mind Clash Games. Je dis pas nouveau jeu mais nouveau projet parce qu'en réalité c'est la suite des épisodes 1 et 2 de Perseverance, logique. Et donc Mind Clash revient avec du Mind Clash, donc du gros jeu qui pique avec du gros composant bien deluxe, et pour l'instant on est sur un beau résultat avec 2650 contributeurs, 13 jours avant la fin de la campagne. On est toujours sur cette fameuse île perdue avec des dinosaures partout. J'avoue que c'est le seul Mind Clash Games qui m'attire pas du tout, parce que les dinosaures je m'en fous.
C'est pas que j'ai un quelconque rejet envers les dinosaures, hein, je ne suis pas dinosaurophobe, hein, mais voilà, ça m'attire pas. C'est pas un truc qui me touche particulièrement. Et puis je trouve que ça marche pas très bien avec du Mind Clash, je sais pas pourquoi, hein, c'est purement subjectif, mais moi, Mind Clash, j'y vois des thématiques plus originales généralement, et en tout cas des trucs qui m'attirent pas mal, comme Anachronie, comme Trickarion par exemple. Là, pour le coup, Persévérance, les dinosaures, moi, je m'en bats un petit peu les steakos. Bon, c'est pour un 4 joueurs, pour des parties de 120 minutes approximativement. Pour 14 ans et plus, bien sûr, Mind Clash égale jeu expert en général, sauf peut-être Astra, et encore je ne l'ai pas encore testé. On est ici sur un jeu compétitif de placement d'ouvriers, de gestion de ressources, d'aventure, le tout donc pour 1 à 4 joueurs, disais-je tout à l'heure. Et ceci dit, tout ce que je viens de dire est à nuancer grandement. Parce que, oui, encore un retour de Curie, que voulez-vous, parce que chaque épisode de Perseverance s'accompagne de légers changements, de légères modifications en termes de gameplay. Chaque épisode est un jeu un petit peu différent du précédent. Vous pouvez vivre ça comme une sorte de saga épique au long cours en faisant une partie de l'épisode 1, 2, 3, puis 4 pour terminer, si ça vous chante. Mais chacun des jeux a vraiment, comment dirais-je, un gameplay qui lui est propre et qui justifie son existence par rapport aux autres épisodes de la série, bien évidemment. Mais globalement, on reste apparemment sur sur des jeux qui ont différentes variations de gameplay qui reprennent des mécanismes assez similaires tels que le placement d'ouvriers ou la gestion de ressources par exemple. Vous avez un petit aperçu aussi du contenu en termes de matos. On est comme souvent avec Mind Clash sur du très très beau matos avec pas mal de miniatures pour le coup. C'est pas forcément un truc qui est hyper présent chez eux. On a quand même quelques-unes chez Anachronie par exemple, mais pas non plus une masse. Là on est quand même sur beaucoup de miniatures et du très beau matos de manière générale de toute façon, avec une apparence assez propre à ce qu'on voit chez eux au niveau des personnages notamment, comme ici avec Phoenix qui fait penser à certains persos notamment de Anachronie par exemple, je trouve. Alors, continuons avec ça, c'était l'épisode 3, les contenus de l'épisode 3 sont ici, et ici vous avez le contenu de l'épisode 4, donc ça ressemble quand même en gros à l'épisode précédent en fait, hein. L'épisode 3 et l'épisode 4 en termes de contenu, de composants, se ressemblent quand même trait pour trait. On continue. Apparemment, Perseverance Castaway Chronicles, c'est leur projet le plus ambitieux à ce jour, et ils ont travaillé dessus pendant près de 6 ans. Pour moi, leur projet le plus ambitieux à ce jour, en réalité, il n'est pas encore sorti. En même temps, je vais pas les contredire. S'ils disent que c'est leur projet le plus ambitieux, c'est celui-ci, puis c'est marre, quoi. Mais moi, j'attends particulièrement un autre projet de Mind Clash Games qui n'est pas encore sorti, qui devait sortir en 2022, puis en 2023, puis en 2024, et puis finalement, on ne sait pas où il en est véritablement. Je ne me souviens plus exactement du titre, il faisait partie du top 20 des jeux que j'entendais le plus pour 2023 lors de mon top de début d'année, mais en sachant qu'il est certainement pas sorti en réalité. Je me demande si c'était pas Singularity ou un truc comme ça, enfin bref, en rapport avec l'eugénisme, avec le transhumanisme, etc. Et bon, pour l'instant, on ne sait pas vraiment où il en est ce projet-là. Mais à ce jour, en tout cas, Persévérance, c'est leur projet le plus ambitieux. On avait donc l'épisode 1 qui se basait lui sur de la défense de base, donc on va dire un peu du tower defense, mais sauf que c'était pas une tour mais une base, avec également des éléments de coopération temporaire. Ensuite l'épisode 2 qui lui s'orientait plus sur du engine building avec également des extensions à base de tuiles hexagonales. Ensuite le numéro 3 c'est pour le coup du tableau building avec du dino placement, donc pas du worker placement mais du dino placement, donc en gros c'est du placement de dinosaures plutôt que d'ouvriers, et puis également de l'exploration, et enfin le chapitre 4 qui va vous permettre de faire du Battling the Ancients et du Shipbuilding. Battling the Ancients, donc peut-être des gros combats de boss, et puis le Shipbuilding, donc construction de navires, de vaisseaux, que sais-je encore. Donc on a quand même sur des trucs assez différents. Je parlais tout à l'heure de mécanismes assez similaires d'un épisode à l'autre. En fait, on voit ici que c'est pas vraiment le cas pour le coup, hein. On a quand même des expériences assez radicalement différentes en termes de gameplay si l'on se réfère uniquement à ce qui est écrit ici pour le coup, hein. Mais en tout cas, on a des mécanismes et des visuels aussi qui vont, évoluer d'un épisode à l'autre, et ce qui peut vous permettre véritablement d'aller faire une campagne au long cours en ajoutant donc un épisode après l'autre, 4 parties consécutives. Ça peut être assez fun pour le coup, même si j'imagine que ça dure assez longtemps, il faudrait certainement 1 ou 2 journées pour faire la totale. Donc ce sont par les créateurs de Trickarion, de Voidfall, de Anachronie, qui sont tous des jeux hyper bien notés et généralement bien placés aussi dans les tops de BGG, puisque Anachronie est dans le top 50, on est quand même au 46,
avec du 8.1. Trican est en top 150, mais il est même en fait en réalité 101, donc il est quand même proche du top 100. Et Voidfall vient d'arriver, donc il n'a pas encore eu le temps de se hisser aussi haut dans le classement général, mais par contre il est déjà en 8.7 sur BGG, donc il devrait gravir les échelons assez rapidement, même si c'est un jeu assez coriace, assez lourd en termes de règles et d'iconographie apparemment, mais il paraît qu'il est excellent. Donc à vous de voir si vous voulez vous frotter à du Mind Clash Games en 4X, Voidfall, ça peut être assez sympatoche aussi, en plus avec les illustrations de Yann O'Toole, là encore. On continue. Bon, l'histoire jusqu'à maintenant, je passe, hein, ça, c'est ceux qui ont joué éventuellement aux épisodes 1 et 2 qui pourront nous en parler plus en détail, sinon vous lirez ça, hein, c'est donc une île avec des dinosaures partout qu'on découvre, on va faire une base, ensuite on va, dans l'épisode 2 c'était quoi déjà, on va réussir à étendre un petit peu notre base, en explorant un petit peu ce qui nous entoure, etc., etc. Et donc là, on part dans l'épisode numéro 3, dans lequel cette fois-ci on va encore plus explorer, voilà, c'est dit que ça se passe, explorer les environs de notre base, avec également une phase de tableau building et de placement d'ouvriers qui sont représentés pour le coup par des dinosaures. Vous avez un petit peu aperçu également des plateaux individuels de joueurs, avec le plateau central qui se trouve ici bien évidemment, les miniatures dans tous les sens, etc., etc. 3 ans qui se sont déroulés entre l'épisode 2 et l'épisode 3, d'ailleurs au passage pour ceux que ça pourrait intéresser en termes d'aspect scénaristique on va dire. Sachez que vous pourrez dompter les dinosaures, comme vous le voyez ici, hein, donc vous avez les miniatures de dinosaures de base sur lesquelles vous pourrez poser des sortes de selles, on va dire, et vous pourrez ensuite les monter carrément, donc les utiliser comme des montures, des moyens de transport. Ensuite, vous aurez de l'exploration et de l'aventure avec de nouveaux emplacements d'ouvriers qui seront disponibles après avoir découvert tel ou tel endroit, on va dire. Donc ça aussi, c'est plutôt sympa. On va découvrir de nouveaux lieux sur lesquels on pourra placer nos ouvriers par la suite. Ça, c'est assez intéressant. C'est une sorte de jeu de placement d'ouvriers évolutif avec de nouveaux emplacements qui se découvrent au fur et à mesure de la partie. Donc assez intéressant sur le principe. Ensuite, on a de nouveaux systèmes d'assemblage, mais je ne sais pas à quoi ça correspond, n'ayant pas moi-même joué aux épisodes 1 et 2, il faudrait plutôt demander à Xavier qui lui a testé les 2 premiers épisodes, même si je lui avais promis de le tester avec lui, on n'a pas encore eu l'occasion de le faire, on a trop de vidéos à faire. Ensuite, Wrench and Landmarks, donc encore une fois, l'amélioration de votre base, j'imagine, qui vous permettra aussi d'améliorer votre personnage, d'avoir encore une fois de nouveaux lieux sur lesquels vous pouvez envoyer vos ouvriers, etc., etc. D'ailleurs, on a d'abord une vidéo de l'école du jeu aussi apparemment, donc certainement de la VF, Fighting and Taming Dinosaurs on a Mysterious Island, this game is for me. Donc ouais, donc combattre et apprivoiser des dinosaures sur une île mystérieuse, ce jeu est pour moi. Bon, ça dit pas grand chose du gameplay à proprement parler ni de sa qualité, mais en tout cas la thématique semble lui avoir plu. Ensuite, continuons, on avait les livrets de règles aussi pour l'épisode 3, mais pas encore pour l'épisode 4 a priori. Vous pouvez aussi le tester sur Tabletop Simulator. L'épisode 4 ça arrive en dessous, c'est logique du coup. Épisode 4 avec donc un aperçu de ce que ça vous propose, avec des épisodes qui se ressemblent visuellement quand même pas mal, hein. On a une petite évolution effectivement, mais quand même en gros on a l'impression quand même visuellement d'être clairement sur le même jeu. Alors cette fois-ci, dans l'épisode 4, on va revenir un petit peu sur le truc récapitulatif de tout à l'heure. Cette fois-ci, Battling the Ancients et Shipbuilding. Ok, donc du combat, ça peut être assez intéressant parce que du coup on n'avait pas encore vu jusqu'à présent. Et puis le shipbuilding, donc qu'est-ce que ça veut dire que cette construction de bateaux, de navires, que sais-je encore. En tout cas, on va se friter à des anciens. Peut-être que c'est cette espèce de tribu que l'on voit ici, j'imagine. Donc encore une fois, un aspect assez nouveau de l'univers de Persévérance. Donc effectivement, c'est aussi par là qu'on comprend que c'est un projet vraiment super ambitieux, dans le sens où vraiment chacun des épisodes va vous proposer une expérience assez radicalement différente, et qui en plus a une sorte de cohérence narrative sur le long terme qui n'est pas inintéressante. Fight back the ancients, ouais, combat face aux anciens donc de l'île, j'imagine. Rebuild the Pearl, donc votre navire sur lequel vous êtes arrivé, donc que vous voudrez reconstruire pour ensuite avoir une chance de pouvoir rentrer chez vous. Ok, donc vraiment une trame scénaristique sur le long terme qui est assez intéressante. Le mode solo qui sera disponible également pour l'épisode 3 comme pour l'épisode 4 également, qui sera peut-être, j'imagine, l'œuvre de David Turczi à vérifier. Ouais, c'est ça, David Turczi et John Albertson, un duo qui a travaillé depuis de nombreuses années ensemble sur des différents modes solo. Ensuite, continuons, le Why Back Now, on s'en fout. Backers have said, bon ça c'est juste les commentaires des différents backers de l'épisode 1 et 2, bon généralement ils vont mettre que des trucs très positifs bien évidemment, ça c'est logique, c'est de bonne guerre. Alors, Persévérance, on a les niveaux de pledge qui sont ici, c'est ça? Ouais. Ok, épisode 1 et 3, Expansion Edition, c'est donc à 125€. Ça c'est pour les personnes qui disposent déjà de l'édition Deluxe des épisodes 1 et 2. Et qui du coup voudraient juste le format un peu extension, on va dire.
Sinon, vous pouvez aussi vous orienter vers la Stand-Alone Edition, pour laquelle vous n'aurez pas besoin des épisodes 1 et 2. Et bien vous pourrez à ce moment-là vous orienter vers Persévérance 3 et 4 sans avoir forcément à posséder les 2 premiers épisodes. Mais en même temps, ce sera un petit peu dommage de se priver, vu qu'il y a une sorte de campagne au long cours sur les 4 jeux, c'est un petit peu dommage. Mais vous pouvez aussi le prendre en standalone à 155 €. Alors pourquoi c'est plus cher que pour l'édition extension? Là parfois, par contre, je ne saurais pas vraiment vous le dire, il faudra chercher un peu plus en détail par la suite. En add-on, vous pouvez bien sûr aussi prendre les épisodes 1 et 2, ici à 150 € pour la seconde édition des épisodes 1 et 2 de Persévérance. Ensuite, vous pouvez aussi prendre le Chronicle Mode Expansion pour les épisodes 1 et 2. Vous pourrez aussi prendre un Empty Shell Component Box, donc pour avoir une sorte de petite boîte qui contient des éléments partagés des épisodes 1, 2, 3 et 4, j'ai l'impression, ou 3 et 4 seulement. Donc une boîte pour aller encore plus faciliter, j'ai l'impression, le rangement peut-être. Sachez également, je ne l'ai pas encore dit tout à l'heure, d'ailleurs, que vous aurez la VF certainement via Super Meeple. J'imagine que c'est généralement eux qui s'occupent des VF pour Mind Clash Games, donc après ça devrait être le cas. D'ailleurs, ici, vous avez un Language Pack pour l'épisode 1 et 2 à 10 €, et même chose pour l'épisode 2, 10 € également pour le Language Pack. Ensuite, vous pouvez ajouter l'aspect de l'avis sur les miniatures si ça vous chante. 30, 20, 30 €, ça dépend de ce que vous allez choisir. L'extension édition pour l'épisode 1, 2, 3, 4, ou pour le standalone, ce sera 30 par exemple. À vous de choisir en fonction de ce qui vous tente. Les rewards, donc les niveaux de pledge. On a le pledge le plus populaire qui est le Standalone Edition à 155 €. Donc comme je l'ai mentionné tout à l'heure, avec 813 backers pour l'instant. On nous dit que c'est le plus populaire, alors qu'en fait pas du tout, puisque le plus populaire, il est ici avec 1500 backers. C'est le Expansion Edition, donc pour ceux qui ont déjà les épisodes 1 et 2, 125 €. Sinon, vous avez le Expansion All-In à 300 €, avec donc les épisodes 1, 2, 3 et 4. Et puis sinon, vous avez le Standalone All-In également à 330, donc un poil plus cher. Mais là, encore une fois, allez checker ce qui change véritablement, parce que j'arrive pas très bien à distinguer ce qui fait la différence entre ces deux niveaux de pledge, par exemple. On continue, le What's in the Box rapidement pour les épisodes 3 et 4, je vous laisse un petit aperçu bref, sans rentrer trop dans les détails, mais vous voyez que c'est un jeu qui fourmille de composants qui sont généralement de très belle qualité, comme c'est souvent le cas de toute façon pour les jeux de Mind Clash Games, y compris pour le mode solo que vous entreapercevez ici. Ensuite, on a les Story Unlocks, donc ça c'est tout ce qui est Stretch Goals, donc qui vont venir enrichir le gameplay, le contenu du jeu de manière générale d'ici la fin de la campagne, mais ça on passe assez rapidement. Ensuite, tout un tas de jeux, de vidéos du jeu, notamment avec l'école du jeu en français, avec un petit commentaire pour le coup en français. Mais ça, c'est le même que tout à l'heure qu'on avait vu en anglais, mais cette fois-ci traduit. Ensuite, continuons. Le jeu devrait théoriquement être livré entre mai et juillet 2025. Donc on n'est pas pour tout de suite, c'est dans 1 an et demi, voire un petit peu plus. Ensuite, pour ce qui est du shipping, alors d'abord un petit point sur les langues, le français sera bel et bien disponible, j'imagine que ce sera par Super Meeple, mais à vérifier. Et donc le shipping, disais-je, pour l'Union Européenne, 19, 23 en fonction du niveau que vous allez choisir, plus 10 € si vous choisissez d'ajouter l'épisode 1 et 2 en plus en add-on. Pour le Canada, 32, 37, et ensuite pour la Suisse, ce serait ici, donc non-EU Europe, 35, 39, et puis pour nous au Japon, 35, 39 également. Voilà, c'est à peu près tout ce que je peux vous dire concernant Persévérance Castaway Chronicles pour les épisodes 3 et 4. C'est vraiment un jeu hyper ambitieux, comme ils le disent d'ailleurs eux-mêmes. J'ai quand même hâte malgré tout de le tester avec Xavier, même si la thématique ne m'attire pas outre mesure, parce que c'est Mind Clash Games, et que Mind Clash Games généralement c'est très très bon. Et en plus ça, j'avoue que cette petite perspective de pouvoir vivre une sorte de campagne qui n'est pas une campagne, mais simplement parce que chaque épisode est cohérent scénaristiquement avec le suivant, c'est quand même assez intéressant sur le papier. Voilà donc pour les épisodes 3 et 4 de Persévérance, 2650 contributeurs pour l'instant, 13 jours avant la fin de la campagne et 550 000 € d'engrangés pour l'instant. On part faire un petit tour dans l'Italie médiévale avec Calimala, une réédition d'un jeu précédemment sorti en 2017 qui à l'époque avait une allure pas forcément affriolante, c'était pas non plus super sexy visuellement parlant pour être tout à fait honnête, et on est sur un jeu qui, avec sa première édition à l'époque, était sur une moyenne de 7.2 sur BGG, ce qui est bien mais pas top. Pour ceux qui auront la référence de ce film des années 90, écrivez-le en commentaire, bien mais pas top.
942 contributeurs pour cette nouvelle campagne de Kalimala avec un visuel complètement refondu par les services de monsieur Yann O'Toole, dont c'est la deuxième fois ou troisième fois qu'on parle aujourd'hui. Donc il est quand même bien occupé le monsieur. 19 jours avant la fin de la campagne, 55 000 € d'engrangés pour le nouveau projet de Alley Cat Games, nouveau projet même si le jeu lui-même n'est pas nouveau en revanche. 19e projet, disais-je donc pour Alley Cat Games, c'est un éditeur qu'on commence à connaître pas mal. Récemment, la plus récente de ces campagnes était pour Arborea, qui avait fait quand même 4000 contributeurs. Avant ça, Autobahn avait fait 4250 aussi. On les connaît aussi pour Die Theme Park, qui a fait 2900. Ou encore pour Eternal Palace, 3200 également. Enfin bref, on a des campagnes qui ont fait quand même des beaux scores. Hein. On est souvent entre 2500 et 5000, quoi, on va dire, pour les créations de Alley Cat Games. Alors, qu'en sera-t-il cette fois-ci pour Kalimala ? Pour l'instant, vous voyez, on est à 942 contributeurs, ce qui n'est pas extraordinaire comme début de campagne, mais ça devrait quand même leur permettre de franchir les 2000-2500 contributeurs d'ici la fin de cette dernière, à mon avis. Avec les 19 jours qui nous séparent de la fin de la campagne, 942 contributeurs, c'est pas extraordinaire, mais c'est pas mal non plus. Alors Kalimala, c'est pour combien de joueurs d'abord? C'est pour 2 à 5 joueurs, pour 14 ans et plus, c'est pour des parties qui vont durer entre 45 et 90 minutes. Donc un jeu qui se veut relativement facile à sortir en termes de durée de jeu en tout cas. Et c'est donc la seconde édition du jeu, cette fois-ci complètement remaniée visuellement via l'aide de Yann O'Toole. Que vous connaissez notamment pour tout le travail qu'il a pu faire avec les jeux de Lacerda entre autres, mais il y a beaucoup d'autres choses sur lesquelles il a bossé bien sûr. Avec donc aussi des grosses upgrades en termes de matos, on a des composants deluxifiés avec des grosses tuiles bien épaisses par exemple. Qu'y a-t-il dans la fameuse boîte de Kalimala? D'abord le livret de règles bien sûr, le plateau central que vous voyez ici sur lequel il y aura beaucoup d'interactions entre les joueurs qui auront leur plateau individuel bien évidemment, qui pourra être amené à être double épaisseur dans la version deluxifiée qu'on verra un peu plus tard. Les tuiles de scoring, des tuiles de workshop dont le design n'est pas encore définitif, excusez-moi, les petits bateaux par-ci, les cartes, donc 10 cartes de scoring, 45 cartes d'action, ensuite tout un tas de tuiles dans tous les sens, et encore une fois, comme j'ai dit tout à l'heure, encore une campagne qui nous écrit disque alors que c'est pas du tout rond. Donc il y a vraiment un problème de vocabulaire chez nos amis anglophones. C'est pas des disques, ça c'est des tuiles carrées, on va dire. Des cubes également, donc 250 cubes quand même, ça fait une masse de cubes en bois. Ensuite, dans cette campagne, on a aussi une extension totalement nouvelle qui n'existait pas jusqu'à présent. Elle est intitulée Intrigue, elle vient ajouter un nouveau plateau et également des petites cartes de famille. Vous allez choisir d'incarner par exemple les Medici ou les Mezzi par exemple, qui vous donneront en réalité des départs asymétriques et des petites compétences asymétriques également pour aller épicer un petit peu vos parties. On a également des petites tuiles de overlay, donc j'imagine que ça va couvrir quelque chose d'autre, je ne sais pas très bien quoi. Et puis aussi via cette extension, on a aussi accès à la Deluxe potentiellement avec des plateaux individuels de double épaisseur, mais également avec des composants qui seront eux aussi upgradés. On aura même à disposition potentiellement, si on choisit le niveau pledge qui va avec un tapis de néoprène qui remplacera le plateau central. Alors justement, qu'y a-t-il de nouveau ? Alors d'abord, les disques de la version 2017, vous voyez que déjà visuellement la version 2017 est quand même pas jolie, seront remplacés par des tuiles carrées cette fois-ci à l'effigie des personnages de votre faction on va dire. Ensuite l'upgrade graphique, clairement beaucoup plus joli désormais. Les plateaux individuels qui seront potentiellement via le Kickstarter en double épaisseur si vous choisissez le niveau de pledge suffisant pour y accéder. C'est pour 2 à 5 joueurs contrairement à la version d'origine qui était pour 3 à 5 joueurs. Avec cette fois-ci, avec 2 à 5 joueurs, une utilisation de workers neutres, donc de placement d'ouvriers neutres, qui permettront d'obtenir un petit peu les sensations du jeu à minimum 3 joueurs, même si vous n'êtes qu'à 2 par exemple. Ensuite, il y aura aussi l'extension Intrigue qui, elle, n'existait pas à l'origine, et puis aussi quelques petits tweaks de règles, on va dire, quelques petites modifications, quelques petits coups de polish sur les règles afin d'en revoir un petit peu l'équilibrage notamment. Le pledge de base et les autres pledges. Le pledge de base, c'est celui-ci, il est à 47 $. C'est l'édition de base, pas de néoprène, pas d'extension, etc. Édition Deluxe, en revanche, elle s'accompagne de l'extension Intrigue, ce qui n'est pas le cas du pledge précédent,
pour 58 $, vous aurez aussi des petits ajouts, des petites upgrades, on va dire, de matériel, notamment ce que je disais tout à l'heure, les plateaux individuels qui auront donc cette fois-ci la double épaisseur. Donc ça aussi c'est plutôt sympa pour accueillir vos composants, pour éviter qu'ils ne se barrent d'un petit coup de main ou d'un petit coup de vent par exemple. Ensuite vous avez même une Collector's Edition, cette fois-ci à 85 $, qui en plus de ce qu'on a vu ici, ajoutera également un tapis de néoprène, ainsi que des sleeves, donc pour toutes vos cartes, des protège-cartes qui vont bien à l'effigie du jeu qui plus est. C'est à peu près tout. Alors ensuite, que peut-on vous dire à propos du gameplay assez rapidement? Voilà, gameplay highlights. Alors d'abord, un jeu hautement interactif avec un système de cascade d'action, puisque en fonction du nombre de tuiles que vous allez utiliser, enfin que vous allez empiler les unes sur les autres, au bout d'un moment, celui qui va chercher à déclencher l'action en question, il va faire des cascades de combos dans tous les sens, avec beaucoup donc d'interactions entre les différents joueurs, puisque chacune des piles va venir impacter, on va dire, le nombre d'actions que vous pourrez faire, on va dire. Ensuite, on a un système de majorité de territoire, on va dire, pas de contrôle de territoire, mais de majorité. Donc plus vous serez nombreux, enfin représentés par votre couleur sur tel ou tel emplacement du plateau, plus vous pourrez bénéficier de bonus. Ensuite, on a ici un système de scoring qui sera dynamique, c'est-à-dire que vous ne scorerez pas forcément le même nombre de points pour la même action si vous êtes en début de partie ou à la fin de la partie. Et ça c'est super intéressant, on a finalement assez peu de jeux, à ma connaissance, il y en a bien sûr, mais il y en a assez peu qui proposent un mécanisme de scoring qui va venir évoluer au cours de la partie. Et ça c'est plutôt cool. Alors il y a des questions d'équilibrage bien évidemment qui peuvent se faire. Ça peut être parfois super frustrant de se dire que là, si j'avais fait cette action là un tour avant, j'aurais fait vachement plus de points que ce que je ne vais faire au moment où je vais le faire, parce que j'ai raté un petit peu exactement le timing idéal. Mais c'est quand même assez intéressant et assez intriguant. J'ai encore, je crois, pas joué à des jeux de ce type là, et je suis assez curieux de le faire. Ensuite, que vient ajouter l'intrigue, l'extension intrigue? D'abord, je l'ai déjà dit, hein, les fameuses factions, les fameuses familles, Medici, Pazzi, Mozzi, donc, qui viennent vous donner des petits pouvoirs un petit peu asymétriques et qui viennent vous donner aussi des petits prérequis, enfin pas des prérequis, mais des conditions de départ, de partie, on va dire. Le fameux plateau central qui vous permettra d'influencer un petit peu les bonus que vous pourrez obtenir en favorisant uniquement une famille ou une autre, ou en vous répartissant sur plusieurs familles pour bénéficier de plus petits bonus. Bien sûr, sur le long terme, il vaut mieux rester sur la même famille pour avoir des gros bonus d'un seul coup, mais si vous changez assez régulièrement d'obédience, on va dire, vous pourrez bénéficier de petits bonus plus fréquents, plus réguliers, mais moins conséquents. Il y a aussi de nouvelles opportunités de scorer aussi. Vous pouvez tester ici le jeu sur Tabletop Simulator pour ceux que ça pourrait intéresser. Vous avez un tas de reviews disponibles également, même s'il n'y en a pas en VF parce qu'il n'y a pas de version francophone durant la campagne, fort malheureusement. Ma foi, c'est après tout. Pour le shipping, la zone Europe 1, 2 et 3, bon, c'est découpé en 3 parties. Il faudra aller checker la FAQ en haut de la campagne, donc ici, pour aller voir dans quel pays se situe, dans quelle zone se situe votre pays dans l'Europe. Ce sera entre 13 et 20 € de frais de port pour l'Europe de manière générale. Pour le Canada, 35, ça douille quand même, hein, ça fait très mal. Et pour nous aussi d'ailleurs, hein, dans le rest of the world, a priori, on doit aussi être à 35 $ de frais de port. Voilà donc pour ce qui est de Kalimala, le nouveau projet de Alley Cat Games, qui est une refonte d'un jeu de 2017, qui connaissait plutôt une bonne cote de popularité sur BG, 7.2 c'est pas ridicule, mais c'est pas extraordinaire non plus. On verra si cette nouvelle refonte lui permettra d'atteindre des sommets encore inespérés, on va dire. Allez, on lève l'ancre, cette fois-ci sur GameFound pour terminer la vidéo avec Misty Waters at the World's Edge. Nouveau projet de Dragon SC, et je vous l'avais placé assez haut cette semaine là encore, alors que c'était un projet que moi personnellement j'attendais pas particulièrement, et j'avoue que effectivement il est assez séduisant, assez intéressant, même si pour le coup, petit carton jaune pour l'éditeur, la campagne est mal foutue. Pour la simple et bonne raison qu'en fait si vous checkez la campagne, je vais le faire ici avec vous très rapidement, et ben vous n'avez pas d'idée très claire concernant le gameplay de Misty Waters. En fait, il faudra consulter les vidéos de gameplay, potentiellement, ou également la vidéo de présentation de la campagne, qui, elle, pour le coup, est plutôt pas mal faite. Mais pour le reste, en termes de gameplay, véritablement, ben, on vous dit pas exactement dans la campagne comment ça se joue. Et ça, c'est quand même un petit peu dommage, quoi. Ça manque de détails concernant le gameplay. Alors, c'est vrai que c'est un gameplay hyper riche. Il y a beaucoup de choses à faire dans Misty Waters, ce qui en fait aussi sa richesse et tout son intérêt selon moi.
Ça a l'air d'être un jeu vraiment sympatoche sur le papier, mais vous le voyez, là je fais quasiment la totalité de la campagne. On vous dit pas exactement comment ça se joue, il n'y a pas de petits gifs qui vous disent alors en phase 1 on joue ça, en phase 2 c'est ça, en phase 3 c'est ça, puis vous faites ça, vous pouvez aussi faire ça. Non, là il n'y a pas beaucoup d'informations. Donc ce que je vous conseille, pour ceux que ça pourrait intéresser, parce que la thématique est sympatoche, on est à la fin du 19e siècle, à une époque où la découverte maritime est encore bat son plein on va dire, et vous allez devoir partir à la conquête d'une sorte d'archipel un petit peu comment dirais-je, inconnu au bataillon, hein, qui n'apparaît sur aucune carte, et vous devrez prendre possession de cet archipel pour votre nation, celle que vous représentez avec vos navires, mais bien sûr, les autres joueurs autour de la table ne vous laisseront pas le faire, vous tirerez des boulets de canon les uns sur les autres pour éviter que vous ne preniez trop d'avance sur les autres et vice versa, et puis il y aura aussi, surtout, dans cette région inexplorée, des monstres en tout genre, des monstres marins tels que le kraken par exemple, ou des requins particulièrement voraces qui seront pas non plus très fans de votre présence en leur terre, en leur mer on va dire plutôt, en leurs eaux. Et donc Misty Waters est assez ambitieux sur le papier, il a l'air d'avoir pas mal d'éléments de gameplay assez intéressants, mais dans la campagne c'est assez mal présenté. Quoi qu'il en soit, pour l'instant, on est à 513 contributeurs pour ce qui apparemment devrait être un projet exclusif à GameFound. Pour l'instant, en tout cas, ils n'ont pas de projet de mettre Misty Waters en disponibilité en boutique. Pour l'instant, ça pourrait changer par la suite, mais pour l'instant, prenez ça comme si c'était une campagne exclusive à GameFound. Et pour l'instant, donc 513 contributeurs se sont laissés convaincre et ont massé quand même 92 000 € sur le projet, auquel il reste 19 jours avant que la campagne ne se termine. Misty Waters, c'est pour 1 à 4 joueurs, donc oui, il y a un mode solo. C'est pour des parties assez longues, attention, préparez-vous à quasiment une après-midi. C'est quand même 180 minutes la partie, donc 3 heures de jeu. Il faut compter quand même un bon morceau de la journée pour Misty Waters. On est sur un jeu d'exploration, de stratégie, de contrôle de territoire, de set collection, d'aventure également, avec pas mal d'actions et d'interactions aussi entre les joueurs. Pour ce qui est du gameplay, je vous recommande quand même chaudement, même si vous n'êtes pas forcément hyper anglophone, la vidéo qui se trouve ici, créée par Misty Waters, par les éditeurs du jeu eux-mêmes du coup, qui vous présentera vraiment bien plus en détail ce que peut vous proposer le jeu en termes de gameplay. Mais il y aura bien sûr de l'exploration de l'archipel, des combats, que ce soit face à des pirates, une sorte d'intelligence artificielle, ou entre vous, entre les différents joueurs, qui pourront parfois se lier contre un joueur avant de se trahir par derrière. Bref, c'est un peu du grand n'importe quoi, beaucoup d'interactions, de la trahison, des pactes qui vont être scellés aussi rapidement qu'ils seront rompus, des combats face à des gros monstres aussi, hein, bien sûr, du contrôle de territoire, parce que sur certaines îles de cet archipel, vous avez posé des campements avancés que vous avez cherché à faire grandir, et si vous possédez assez de camps avancés sur différentes îles de l'archipel, vous pourrez espérer remplir une des conditions de victoire, même s'il y en a plusieurs, vous pourrez aussi l'emporter au point au final, mais vous pourrez aussi l'emporter via un mécanisme de contrôle de territoire. Vous pourrez aussi livrer certaines ressources d'une île à une autre, vous pourrez obtenir des trésors, voler des trésors à un autre adversaire, etc. Il y a quand même pas mal de choses à voir dans Misty Waters. Sur le papier, ça va être super intéressant. Je vous encourage donc aussi à aller checker le livret de règles qui se trouve ici, malheureusement uniquement en anglais. Il y aura d'autres langues potentiellement, mais pour l'instant le français n'est pas encore débloqué, car oui, il y aura potentiellement cette idée de débloquer des langues comme vous allez voir ici. Pour l'instant on a donc de l'anglais et du polonais, on n'a pas encore le français, ça se base essentiellement sur le nombre de backers à la campagne, donc si vous voulez une VF, faut backer pour un jeu qui n'a pas de VF, pour l'instant en tout cas, pour essayer de les convaincre de débloquer cette langue. Ensuite, vous le voyez, il y a pas mal de vidéos qui vous présentent le jeu, pas en français ceci dit, mais du coup, la campagne elle-même vous présente pas tellement en détail ce que vous propose Misty Waters, et ça c'est quand même un petit peu dommage. Ensuite, vous avez un petit aperçu de ce qu'il y a à l'intérieur des différents niveaux de pledge, donc il y aura quand même pas mal de miniatures, il y aura aussi des cartes bien évidemment. On va passer assez rapidement là-dessus pour d'abord faire un petit point sur les niveaux de pledge. Le niveau de pledge de base, c'est celui-ci, le Core Box, donc la boîte de base. Elle est quand même à 79 €, ce qui n'est pas donné, mais vu le contenu, on peut se dire que ça peut les valoir. Donc 79 €. Ensuite, on a ici un pack d'extensions asymétriques représentant différents empires de l'époque pour 55 €.
Ensuite, on a le petit pack Deluxe pour le Kraken, qui sera représenté par ces différents éléments de décor, ainsi qu'un requin. C'est pas seulement le Kraken d'ailleurs, hein. C'est différentes bestioles. On a un requin, on a quoi d'autre encore? On a une sorte de serpent de mer, une sorte d'hydre de mer plutôt, une sorte de baleine un peu façon Moby Dick également. Bref, pas mal de gros monstres, le tout pour 59€, c'est quand même pas donné non plus. Sinon, vous avez aussi l'option de prendre le Commander Pack, donc c'est le jeu de base plus 2 extensions, le tout pour 169€. Donc les 2 extensions, ce sont les 2 que vous voyez ici. Et du coup, effectivement, ça fait assez cher, donc 79 plus les 2 extensions, on arrive quand même à un pledge à 169, et encore c'est pas fini, on a aussi un pledge all-in option qui vient ajouter quelques petits éléments de deluxification en plus, tels que des pièces de métal dans un petit coffre, ou une encre par exemple, ce genre de choses là, le tout pour 210€, ça commence à faire assez cher, et puis après c'est du retail, donc plutôt pour les gérants de boutique. Pour ce qui est du français, si vous vous posez la question, il est bon de le savoir qu'il reste 187 contributeurs nécessaires pour espérer aller chercher la VF. C'est pas encore donné. Alors, c'est pas 700 contributeurs français, hein, heureusement. Comment dire, tout à l'heure je disais qu'il fallait backer un jeu quand on est français pour espérer une VF d'un jeu qui n'en a pas pour l'instant. C'est vrai sans l'être, puisqu'en réalité, il suffirait que le jeu dépasse les 700 contributeurs de manière générale pour débloquer la langue française. Donc ça reste quelque chose de faisable. D'abord, il y aura l'allemand pour 87 contributeurs supplémentaires. Le français, du coup, ça devrait pouvoir se faire. Donc du coup, je ne sais pas, je réfléchis encore un petit peu. Est-ce que je vous mettrai le petit drapeau en début d'intervention ou non ? Parce que pour l'instant, on n'a pas encore la VF, mais vu le début de la campagne, 187 contributeurs supplémentaires, ça devrait pouvoir se faire d'ici la fin de la campagne. Donc voilà, prenez-le avec des pincettes, prenez ça comme vous le sentez. Je pense que la VF devrait être débloquée, mais pour l'instant, il n'y a évidemment pas d'assurance à ce niveau-là. Vous avez tout un tas de petits add-ons aussi que vous pourrez prendre si ça vous tente, notamment un playmat, donc en néoprène j'imagine, pour remplacer le plateau central, ou encore un tapis de dés en faux cuir j'imagine. Donc il y a quelques petits trucs de luxification qui sont sympatoches. Ensuite, le core game, qu'a-t-il dans le jeu de base? Donc le plateau central que vous voyez ici, avec ces fameuses zones de brume, de brouillard marin. Ensuite, pas mal de petits tokens de carton, des petits tokens par-ci par-là, des pièces, des petites tuiles représentant les nations que vous pourrez incarner, le Portugal, la France, la Hollande, l'Angleterre, etc. etc. Ensuite, les petites miniatures de bateaux, donc de différents navires, les sloops, je pense que c'est chaloupes, je sais pas, les caravelles, brigman, tous les types de bateaux, je suis pas très connaisseur, les galions, pour le coup ça c'est transparent, heavy frigate, donc les frégates. Bon, heureusement, c'est relativement transparent du français à l'anglais, mais il y en a certains que je ne saurais pas vous traduire pour le coup. Ensuite, les plateaux de joueurs donc individuels que vous pourrez assaillir, hein, que vous pourrez partir à l'abordage des bateaux adversaires également. Les tuiles de temps, donc de climat, de météo, devrais-je plutôt dire. Les fameuses cartes d'action, vous pourrez trouver des cartes également d'exploration. Si vous allez vous poser sur une île, vous pourrez choper des cartes, notamment avec des petits pans scénaristiques également, qui vont pouvoir impacter la suite de votre partie. C'est assez intéressant. Ensuite, continuons avec les différents éléments que vous apercevez ici aussi, bien sûr, et on va finalement arriver au shipping. Le voici. Le shipping, alors on va pas vous livrer ça en frégate ou en galion pour le coup, c'est un peu moins classe, ce sera plus par porte-container bien évidemment, mais c'est moins cher. Le Canada, et en plus ça risque pas de couler par 1000 lieues au fond des mers avec le Capitaine Nemo. Le Canada, 29$ ou 36$ si vous prenez le Commander All-in en termes de frais de port, je pense que c'est des dollars, non c'est en euros, est-ce que c'est en euros pour tous les prix qui sont ici. L'Union Européenne, 22,25$, ensuite pour nous sommes en Asie, 49,57$, ça pique méchamment les frais de port pour nous en Asie. Par contre attention, la TVA sera à ajouter dans le Pledge Manager comme c'est souvent le cas. Et ma foi, c'est à peu près tout ce que je peux vous dire concernant Misty Waters, un projet qui a l'air d'être assez ambitieux, assez sympatoche sur le papier, que j'aimerais beaucoup tester pour le coup. Pour l'instant, 513 contributeurs, on devrait pouvoir choper les 700 contributeurs nécessaires à aller chercher une VF. C'est pas encore garanti, mais ça devrait pouvoir se faire, je pense quand même, pour Misty Waters at the World's Edge, 19 jours avant la fin de la campagne, 513 contributeurs pour l'instant. Et c'était le dernier projet de cette semaine du menu crowdfunding. Du coup, le temps de faire mon montage, il sera bien minuit. Je pense qu'on va repousser la mort aux trousses à demain matin si mon fils accepte de faire une petite grasse mat ou que je me lève très tôt. On verra bien.
Quoi qu'il en soit, merci de m'avoir suivi à nouveau pour ce menu crowdfunding. N'hésitez pas, je le dis quasiment jamais, mais de temps en temps ça fait toujours bien de le rappeler, de laisser un petit like, abonnez-vous si ce n'est pas encore déjà fait. On se retrouve très prochainement pour de nouvelles vidéos sur la chaîne des Ludovores. D'ici là, portez-vous bien, jouez bien, prenez soin de vous et de vos proches, et à la prochaine.